Au niveau Vas-y. de l'arrivée d'Enjai, les gars, vous en pensez quoi? Déjà, Vas-y, est-ce que vous le Khalil. connaissez, ce joueur? Khalil, vas-y si tu veux en premier. Bonjour tout le monde. En fait, voilà, moi, je suis hyper content d'entendre ce nouvelle tout à l'heure. Nous tenons un joueur vraiment qui a du potentiel, qui, voilà, comme vous avez vu, la hype autour de la team, surtout ici au Sénégal, même si, voilà, il y a une bonne partie, voilà, des titres voilà, qui ne voulaient pas qu'il signe à l'OM parce que, selon eux, voilà, ils pouvaient prétendre à un top club. Mais bon, moi, je dis toujours que ce sont des critiques, quoi, parce que, voilà, le gamin n'a encore fait qu'une seule saison en championship. Donc, même s'il a du talent, il a du potentiel et que voilà, nous comptons beaucoup sur lui pour l'avenir de l'équipe du Sénégal. Voilà. Bon, pour moi, le recrutement, c'est un bon projet pour lui, d'autant plus qu'il aime le club depuis tout petit. Il peut voilà, faire de grandes choses ici, exploser le drop. En tout cas, nous tenons toujours un diamant brut. À nous, maintenant, voilà, d'essayer de le polir et de le valoriser au maximum possible. Voilà, il pourra faire de grandes choses, ça c'est sûr et certain. Voilà. C'est mon avis, je suis hyper content. Voilà. L'attente a été très longue, voilà. Mais bon, finalement, avec Pablo Longoria, tout est possible. Ok, David, vas-y. Alors moi, pour répondre à ta question, Faisal, je ne connaissais pas du tout. Je suis un peu le football, tu le sais, mais après, en tant que joueur, vraiment. Alors c'est bizarre parce que moi, je suis un supporter à part l'OM du FC Rouen depuis mon plus jeune âge, parce que j'étais au centre de formation là-bas, et je savais même pas qu'il était passé par le FC Rouen. Alors je l'ai vu par un tweet qui est passé tout à l'heure avant de prendre le space. Donc la vérité, bah écoute, moi je suis ravi parce que je pense que ce qui a été dit sur ce joueur, ça a l'air d'être plutôt intéressant et d'avoir plutôt des choses positives à dire sur lui. Après, donc après le fait que je ne le connais pas très bien, j'ai fait un space tout à l'heure, j'ai fait un tweet tout à l'heure, pardon, on devrait dire un X maintenant, pour dire que moi personnellement, je comprends moins quand même le fait qu'on avait investi en fin de mercato en panic buy sur Vitinha 32 millions, même si certains me disent que c'est 25 plus 7, ça reste 32 millions au final, les bonus ils sont souvent déclenchés. Et là, avec toutes les recrues offensives, je vois mal comment Vitinha va pouvoir être dans la peau d'un titulaire. Bon, après, c'est pas le but du mercato du space de ce soir. Donc, pour répondre, le thème, c'est Mercato M et arrivée d'NBI. Je suis très content parce que ça fait un joueur de offensif de plus. Donc honnêtement, on en a besoin parce que bien évidemment, les répliques de certains qui me disent mais on aura beaucoup de compétition pour revenir sur Vitinha, petite parenthèse, il aura sa chance, etc. On a besoin de beaucoup de joueurs. Ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, en gros, pour l'instant, comme d'hab, pour moi, Pablo Longoria et Ribalta, ils font du bon travail. On n'est pas au bout de nos surprises. Je pense qu'il va y en avoir encore, puisqu'il avait bien dit 7 ou 8 recrues, je crois, sur la grosse interview qu'il avait fait de fin de saison. Et là, on en est à 5, je crois. Donc, il va en rester 2 ou 3. Par contre, je maintiens que même si c'est pas mon argent et qu'ils font comme ils veulent à l'OM, on vend quasiment personne. Voilà, donc bon voilà, maintenant, mais je suis très content. Après, pour répondre à ta question, je ne le connaissais pas vraiment bien et je vais apprendre à le connaître et je suis content. Voilà. Et toi, Fessal, qu'en penses-tu? Ben écoute, je suis un peu comme beaucoup de monde, c'est-à-dire que je le connais pas, hormis le fait d'avoir été le voir sur certaines vidéos. Là, je l'ai vu sur quelques matchs amicaux. Voilà, il a le profil du genre de joueur qu'on aime à l'OM. C'est un gars qui est assez à l'aise techniquement, qui est vif, qui semble être assez adroit devant le but. Bon, on reste mesuré quand même, parce que des joueurs qu'on a encensés et qui n'ont pas réussi derrière, il y en a beaucoup, surtout des joueurs qui ont Marseille dans le cœur. Lui, de ce que j'ai compris, il était au centre de formation de l'OM, mais il est resté qu'un an. Il a dû partir après, il est retourné au Sénégal. Donc Marseille, c'est un peu un rêve d'enfant qui se réalise maintenant. Mais on a d'autres exemples, hein, comme Alessandrini, des exemples comme Gignac, des exemples comme plus récemment Gigot, hein, qui a mis quelques temps avant de digérer le passage supporter tribune et terrain. Donc on reste prudent. Mais par contre, voilà, de ce que je vois, ça a l'air d'être un beau joueur.
J'aime bien le principe d'avoir quelqu'un qui voulait absolument signer chez toi et qui a écarté d'autres offres pour venir, parce que ça a l'air d'être un peu le leitmotiv du mercato. Beaucoup de joueurs qui avaient d'autres offres, mais qui ont été séduits par le projet proposé par le club. Donc voilà, moi j'ai hâte de le voir sur le terrain. Je veux voir un peu ce que ça donne, parce il a le jeu pour enflammer un peu le stade, hein. Ça c'est évident, hein. C'est de la provocation, c'est rapide, c'est technique, ça dribble. Il a tout ce qu'il faut pour enflammer le stade. Après, voilà, on attend. Mais c'est bien. En tout cas, on est actif sur le mercato. Et je pense on va y venir après au fur et à mesure, hein. Mais maintenant que ton secteur offensif semble, pour moi, quasiment complet, hormis la chimère Sanchez, dont on ne sait pas ce qu'il en est. Là, pour vous donner un peu plus d'infos, j'étais en discussion avec un, un compte qui est proche de la commanderie et qui distille des infos à prendre avec des pincettes, mais lui-même demande pas à être cru, hein. Mais en tout cas, qui avait parlé d'Endia depuis pas mal de temps. Et il expliquait que Sanchez, bon, mais c'est en phase de finalisation, aussi bien négativement que positivement, hein, mais qu'on va avoir très prochainement là, la réponse. Et il va falloir quand même qu'on se penche sur le secteur défensif. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais le secteur défensif, il va falloir quand même qu'on commence à l'évoquer, parce que j'ai du mal à croire qu'on puisse faire la saison avec la défense qu'on a actuellement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars. David, Khalil? Bah, moi, personnellement, pour la défense, je pense qu'il faudrait qu'on ait au moins une recrue. Et il faudrait qu'il soit voilà, un défenseur de haut niveau, quoi, comme on dit. Parce que c'est vraiment Balerdi, avec ses sauts de concentration, encore moins qu'Ego, parce que n'oublions pas, l'année passée, c'était une défense, c'était un marquage individuel. Donc là-dessus, il était très fort. Et bon, j'ai des doutes quant à ses capacités voilà, pour une défense à zone, voilà, pouvoir gérer l'espace comme ça. Donc pour moi, il faudrait qu'il y ait encore un défenseur central. Et aussi les latéraux, là, bon, il faudrait qu'on le double. Et bon, on peut espérer faire une bonne saison. Quoi. David, tu peux ouvrir ton micro, hein. Ouais, je laissais Khalil terminer. Alors moi juste, il y avait un truc que je voulais te demander, Faisal, toi qui aime bien analyser, et surtout des analyses en profondeur et pas superficielles, c'est, tu penses pas qu'un joueur de attaquant, certes motivé à l'idée de venir, qui est passé par l'OM comme tu l'as très bien expliqué, etc., mais qui joue en D2 anglaise, ça va pas faire comme un petit peu finalement Vitinha sur la recrue où on va trop miser sur sur un neuf parce que tu le vois jouer comment toi? Je recoupe mon micro. Comment tu le vois jouer? Vas-y, je recoupe. Enja, il peut jouer sur un côté ou derrière l'attaquant, mais probablement qu'il sera beaucoup plus efficace dans le cœur du jeu, derrière l'attaquant, probablement. Après, donc, bon, déjà, c'est pas à toi que je vais apprendre que la Championship, tu as des équipes qui ont largement le niveau Ligue 1 et tu as des équipes qui sont bien supérieures à des équipes de Ligue 1. Je te le dis, en Championship, tu dois le savoir. La Championship est un championnat extrêmement compétitif. Donc, déjà, il vient pas d'un championnat mineur tel qu'on l'entend. Ensuite, il n'a pas du tout le même poids du transfert en termes de prix, puisque Vitinha vient pour 30 à 32 millions. Et lui, de ce qui se dit, c'est entre 15 et 17. Lui, la charge, elle va être émotionnelle. C'est plutôt à ce niveau-là qu'il va falloir voir. Parce qu'après, le prix du transfert, honnêtement, je ne pense pas que ça posera problème. Mais lui, comme d'autres, David, puisqu'on connaît tous le Vélodrome, de toute façon, que tu aies été payé 2 millions ou que tu aies été payé 30 millions, si tu n'es pas bon, tu vas être sifflé de la même façon. Donc, moi, je te dis, je vais rester attentif à la charge émotionnelle, à comment il va gérer le fait de revenir au Vélodrome. Il est parti de Marseille dans l'anonymat le plus total, puisque personne ne le connaissait. Il arrive à Marseille un petit peu comme l'enfant du pays, entre guillemets, alors que la plupart d'entre nous ne l'avons pas vu jouer. Donc, moi, c'est ce côté-là que je veux voir. Les sollicitations, comment tu vas gérer ton quotidien dans la ville.
Parce que c'est pas pareil d'arriver à l'OM quand tu viens du Portugal et d'arriver à l'OM quand tu as ta famille dans les tribunes. Hein, tu vois, les mecs de ton quartier, la famille, les amis, tout ça, c'est autre chose. Donc voilà, j'attends de le voir moi sur ce côté-là. Et je tiens juste à préciser aussi pour ceux qui écoutent que bien entendu, s'il y en a qui veulent monter pour donner leur avis, vous n'hésitez pas. Il y a le professeur que je vois là, je sais qu'il est souvent sur les spaces qu'on fait à droite à gauche. Tu es le bienvenu. Alexis aussi, je vois. J'en vois d'autres. N'hésitez pas s'il y en a qui veulent donner leur avis ou au contraire contredire ce qu'on dit. Vous n'hésitez pas, la parole, elle est libre. Donc voilà, moi j'ai pas forcément peur, David. Je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai pas trop de doutes. Tu le mettrais où, toi? Non, non, mais non, non, tu as très bien répondu. Je voulais juste avoir ton avis justement par rapport au système qu'a déjà mis en place Marcelino sur les premiers matchs amicaux et voir comment tu le voyais. Voilà, mais tu as eu raison d'utiliser le terme de charge émotionnelle. J'aurais pas dit mieux en fait, parce qu'en fait c'est sur ça qu'il va vraiment falloir qu'il soit bon, hein, honnêtement, parce que je pense comme tu dis, il a les qualités, la qualité de la division 2 anglaise est effectivement un bon championnat, donc avec de bons joueurs. Donc sur ça, j'ai rien à te dire en fait. T'as tout dit, mais la charge émotionnelle, voilà. Moi, je voulais avoir plutôt ton avis sur ça parce que voilà, on recrute des joueurs pour que on fasse une aussi belle saison, même si certains ont trouvé que c'était une saison moche ou moi, j'avais dit inabouti comme mot, mais ça fait un peu bateau comme mot. L'année dernière, c'est au moins troisième ou deuxième. C'est les 2 dernières saisons, on a fini deuxième ou troisième. Et il va falloir maintenant, j'espère, se qualifier via le tour préliminaire et les barrages à nouveau en Ligue des Champions. Et surtout, ne plus y faire de la figuration. Ça, j'espère. Donc, j'espère que ces recrues-là, les Ndiaye, les Sarr, les Aubameyang, et maintenant, oui, le Renan Lodi aussi, c'est un défenseur. Et donc, lui, maintenant, Ndiaye, j'espère que ça va nous permettre, comme on dit souvent quand on est coach, de passer un cap. On aime bien dire ça en début de saison, dans les interviews d'avant-saison, même en amateur. Et voilà, donc j'espère que ce sera le cas. Voilà. Mais tu as tout dit, hein. Pour moi, alors après, pour moi, je le redis, c'est que il y a beaucoup de compétitions, mais quand on parle d'une équipe, c'est une équipe type ou une ossature. Voilà, et je le redis, Vitinha, je le vois mal être même dans les joueurs offensifs. Je le vois pas titulaire. Et moi, ça me fait mal parce que j'aurais vraiment voulu qu'il ait une confiance absolue dans un entraîneur. Et là, avec un changement d'entraîneur, finalement, moi, je l'ai mis tout à l'heure dans un tweet, je le vois comme Tudor, Marcelino. C'est-à-dire ne pas lui vouer une confiance absolue. Et parce que moi, je parle vraiment d'équipe type. Hein. Arrêtons de dire il y aura 3 compétitions, il y a la Coupe de France. Oui, d'accord, évidemment. Moi, je parle vraiment d'un 11 type. Vraiment des mecs que tu as du mal à sortir du 11. Mais bien sûr qu'il faut les faire souffler. Bien sûr qu'il y aura des suspensions. Bien sûr, il y aura des blessures, type Harit l'année dernière ou Unai. On est bien d'accord. Mais moi, là, je le vois mal, en fait, titulaire Mais Vitinha. Maintenant, je suis on, content. on va. Voilà, voilà, c'était juste ça. Moi, voilà, parce on parle de Mercato M recrue Ndiaye, mais j'aime bien aussi dériver un peu sur un autre sujet qui est l'effectif global de l'OM à l'approche, bien sûr, de notre première échéance qui est le tour Donc on a le préliminaire. professeur qui est monté, là, il va ouvrir son micro, je vais lui laisser la Allez, parole. Et après, je reviendrai vers toi, allez, moi David, aussi. justement pour te contredire. Non, c'est pour donner un avis contraire, on va dire, sur Vitinha. Le professeur, vas-y, ouvre ton micro. Ouais, ça y est, c'est fait. Salut, Comment tu salut. vas? Ouais, ça va, nickel, Salut à nickel. Ben, toi. bienvenue. Ouais, salut. Ouais. Donc, ouais, non, moi, si je dois mettre, si je dois faire un petit constat, moi, je suis bien heureux que Iliman y vienne, au-delà de son histoire du storytelling, à savoir que, il supportait l'OM, etc. Moi, c'est plus dans le profil déjà. Parce que je trouve que c'était un profil qui nous manque offensivement. Pas forcément sur les côtés, mais dans l'axe, tu sais, genre un attaquant capable de faire des différences en un contre un. Et lui, c'est vraiment typiquement le profil dribbleur, un contre un, et dans l'axe, quoi. Et en plus de ça, il a la capacité de finir. Et je trouve que c'était un profil qui nous manquait depuis bien longtemps. Je crois le dernier ailier, je crois, enfin, a bien staté, c'était Thauvin. Là, je pense avec les ailiers qu'on a, enfin Sarr et Harit, c'est pas des mecs qui sont capables de stater, tu vois, enfin marquer ou autre. C'est des mecs de déséquilibre, tu vois. Enfin, ils font beaucoup de différence, mais c'est pas des mecs qui sont réputés pour avoir des bonnes stats. Et je trouve que Iliman, c'est vraiment un profil qui nous manque, enfin qui nous manquait du moins, vu que maintenant il est là et pour moi c'est une bonne chose qu'il vienne. Voilà. Ok. Il y a Braza qui est arrivé, là, qui est monté. Braza, ouvre ton micro, frérot.
Ouais, ouais. Salut à toi, vas-y, on t'écoute. Salut, ça va? Non, moi, c'était rapide, c'était vite fait. Mais juste, est-ce qu'on a le droit de dire qu'on joue le titre ou pas? Ben, tu as tous les droits, en fait, en tout cas, tu as le droit de le Mais bien penser. sûr, Tu as le droit de le tu as le penser. droit, bien sûr, au contraire. Tu as le droit de le penser. Mais après, Bah, voilà, c'est la vie, c'est ton avis, tu as le droit. bah oui, quand même. Là, avec ce qu'il nous a fait Pablo, tu penses pas qu'il dit aux joueurs, là, il joue le titre, là? Ben, je sais pas s'il va le dire en termes de officiellement. Ouais, voilà, exactement. C'est pour Voilà. ça que je parle en Mais peut-être que dans officieusement. les vestiaires, Ouais, en tout cas, il va leur expliquer que cette année, il va falloir faire mieux que l'année prochaine. C'est possible. Ouais. voilà. Bah déjà, faut pas finir à 15 points du Paris Saint-Germain, Au par moins se exemple. rapprocher. Au moins, Voilà. Déjà, même Parce si que Braza, tu tu l'as gagnes dit, pas toi, Paris, c'est déjà. super, c'est pas grave. Mais au moins, tu le joues jusqu'en mars. euh, dé- enfin, pour moi, on a un effectif quand même supérieur à plus de la moitié des équipes de Ligue 1. Donc, Paris, tu les affrontes 2 fois cette Ah saison. oui. Voilà, donc c'est 6 points. Et toutes les autres fois, on a fini à 12 points, 15 points. Enfin, c'est trop, en fait. Bah oui, c'est ça, faut qu'on le joue sérieux, faut que ce soit un peu plus sérieux. Là, je vois, on dirait, en plus, j'ai l'impression, j'avais pas cette impression que les dirigeants, tout le monde le voulait. Mais là, avec le mercato, là, j'ai l'impression que tout le monde le veut. On est dans la même longueur Bah d'onde. déjà, faut arrêter les contre-performances à domicile contre les Ajaccio, les conneries comme C'est vrai ça. que la saison dernière, Là, ouais. c'est fini, hein. C'est vrai que la Ah saison non, non, dernière, non, à domicile, c'était pas ça du tout. bah, Ajaccio, ils te prennent 6 points, que ce soit, ils te prennent 6 points. Donc, à un moment donné, il faut se poser des questions aussi, tu vois. Donc, faut arriver à un stade où les petites équipes, tu fais pas dans le détail, hein. Paris, c'est pareil, hein. Paris, quand tu regardes bien, ils sont peut-être dégueulasses, mais les petites équipes, ils réussissent toujours à marquer ce petit but qui fait qu'ils vont gagner, tu Là, vois. ils prennent leurs 3 points à chaque fois. C'est ça. Et nous, on a du mal, on galère contre les petites équipes, et des fois même, ils viennent, ils te battent. Et ça, c'est pas normal. Ou quand tu es mené 2-0, tu dois pas te faire remonter. C'est pas possible. Ouais, t'as pas- 87e, 87e, tu mènes 2-0, tu te fais rattraper. Voilà, enfin, c'est pas Ouais. normal. C'est pas normal. Et je pense avec l'effectif qu'on a, on est capable de gagner même des matchs Ouais. dégueulasses. On en est On capable, a je pense. Khalil qui veut répondre. Vas-y, Khalil, ouvre ton micro. Ah oui, bon, il y a mes amis de la TL 221, là, les tutos sénégalais qui sont là. Bon, ils peuvent demander la parole pour nous parler de Iliman Ndiaye. Bienvenue à tous. Ils sont bien placés, oui. C'est qui veut monter pour parler d'Iliman Ndiaye? C'est qui? Bon, c'est juste de leur inviter à demander la parole pour nous parler de Iliman Ndiaye. Ils sont là, Bon, il moi. faut Bon, qu'ils fassent une les gars, demande, n'hésitez en pas à fait. lever la Ils main. appuient sur le micro, ils font une Oui, demande, on les fait monter. oui, c'est ça, c'est ça. N'hésitez pas à faire une demande, les grands CD et autres là. N'hésitez pas à faire, André, Voilà. à Ils faire une appuient demande sur et leur monter pour micro et nous on les parler de fait Iliman monter. Ndiaye. Ah Il n'y a oui, pas de problème. ah oui. Et moi, ce que j'aimerais aussi, je voudrais qu'on entende un peu une voix féminine sur ce space, parce que je vois quelqu'un là qui rôde depuis tout à l'heure. Elle s'est reconnue. Ah, elle s'est enfuie, mais elle va revenir. Donc, Witch, si tu as du temps, tu montes, parce que j'aimerais qu'on entende aussi une voix féminine un peu. Elle va nous apporter un peu son analyse. Salut Max qui est arrivé. Donc, ouais, on va voir s'il y a des collègues qui montent pour nous parler d'Iliman Ndiaye. Il y a Alexis qui est monté aussi. Alexis, vas-y, je t'en prie, ouvre ton micro. Oui, bonsoir à Salut, tous et bienvenue. à toutes. Ça va? Salut à toi. Ça va, merci. Bon, en fait, je voulais apporter mon petit commentaire sur le mercato que Pablo nous a fait, hein. Encore un truc énorme et monstrueux, avec, on va dire, quand même quelques moyens, même si c'est pas les moyens du Paris Saint-Germain. Du coup, en ce qui concerne Ndiaye, je voulais dire que bah, son histoire a tout l'air d'être une belle histoire. En fait, c'est un enfant de Marseille. On va pas le comparer avec Nasri qui sort du centre de formation, mais ça pourrait être quand même une belle histoire pour faire chavirer tout un peuple. Ça peut être pas mal. Maintenant, moi, ma question est se poser sur est-ce que vous pensez que avec le mercato qu'on fait actuellement, on va garder Sanchez? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, personnellement, je ferais tout pour le prendre aussi. Parce que, bah, justement, il y a plein de gens qui disent, enfin, qui pensent qu'on va être en galère pendant la CAN. Donc, vaut mieux avoir un mec qui pourra tenir l'attaque pendant ce laps de temps, quoi. Ouais, ce serait vraiment une bonne idée, je pense, hein. Mais après, est-ce que financièrement on en a les moyens? Parce que depuis tous ces derniers mercatos, du coup, on a fait que des prêts. Et là,
Là, du coup, il a un salaire quand même assez conséquent, même si ce serait pas le plus gros, je pense, hein. Surtout que tu le garderais pas, tu le prendrais pas sur beaucoup d'années. Déjà, tu vas le prendre si tu lui fais signer un an de plus, comme tu lui as fait l'année dernière avec une option à la limite que les deux parties discuteraient après. Euh, Tu prends pas beaucoup de risques. Après, il faut pas oublier aussi, c'est qu'effectivement, des prêts, il va y en avoir, c'est sûr et certain. Probablement derrière. Je pense par exemple à un futur défenseur central que tu prendrais peut-être avec option d'achat, quelque chose comme ça. Oublions pas qu'ils sont aussi en discussion avec Maïle. Et ça semblait aussi à choper sur les modalités de transfert. Marseille voulait apparemment une option d'achat obligatoire. L'Atalanta était plus sur un transfert plutôt sec, enfin sec, en tout cas, pas un prêt. Donc, il va y en avoir des prêts, c'est évident. Là, il ne faut pas oublier aussi que les joueurs que tu prends, que ce soit Sarr, que ce soit Ndiaye, c'est des joueurs que tu valorises. Tu valorises ton effectif, c'est des joueurs qui sont jeunes. Donc, il y a aussi la vision à moyen terme d'une future valorisation, qu'elle soit sportive ou financière. Voilà, il y a tous ces éléments-là qu'il faut prendre en compte. Et pour revenir à ce que disait, pour faire le lien avec ce que disait David tout à l'heure, pourquoi justement je pense que Vitinha il aura sa carte à jouer? Déjà, euh, comme l'a dit Alexis tout à l'heure, on a parlé de Cannes, ou c'est le professeur peut-être qui en parlait. On a parlé de la Cannes. Ouais, c'est moi. Et Ouais. la Cannes, elle Et va aussi redistribuer les cartes, certains postes, sachant que Sanchez est en capacité de jouer beaucoup plus bas. Moi, je pense que Vitinha, l'idée, ça va être de le valoriser aussi, parce il a 23 ans, tu l'as payé 32 millions. Tu peux pas, ça n'aurait pas de logique de le laisser sur le banc. La seule logique que tu puisses trouver à la limite, c'est pour le valoriser, c'est de le prêter. Mais alors, dans ces cas-là, ça défierait une autre logique. Prêter un gars sur lequel tu as investi 32 millions, qui a joué l'équivalent de 6 matchs en temps de jeu cumulé, ça n'aurait pas de sens. Donc, moi, je pense concrètement que après, peut-être, effectivement, dans l'esprit du coach, Aubameyang, voire un autre, partirait titulaire, oui. Mais si Marcelino il a été pris, je pense que c'est aussi pour valoriser Vitinha. J'imagine pas, et, euh, j'imagine pas, et- comment il s'appelle, en Longoria, laisser un actif comme ça sur le banc. Et moi, je pense qu'il va pas reproduire la même erreur que la saison dernière où on a vu que nos joueurs, ils étaient cramés parce que Tudor, il insistait avec le même 11 pendant je sais pas combien de matchs. Là, faut se dire que on va jouer tous les 3 jours. Si on se qualifie, bien sûr, en LDC, on jouera tous les 3 jours. Et je pense que la Ligue des Champions, je dis la Ligue des Champions, la Coupe de France, ça va être un objectif. Donc, du coup, si tu veux jouer sur tous les tableaux, à savoir la Ligue 1, la Ligue des Champions, si tu peux essayer de te qualifier en huitième, plus la Coupe de France, ça va faire beaucoup de matchs. Et pour pas cramer tout le monde, il va falloir qu'il fasse un vrai turnover, pas comme celui de Tudor où il a cramé les ailiers, il a insisté avec son double pivot pendant 100 ans. Euh, donc moi, je pense que Vitinha, il aura sa carte, et voilà, hein. Il va falloir faire tourner, pas cramer nos joueurs et que tout le monde ait un temps de jeu conséquent. Alexis, tu es OK avec ça, toi? Oui, oui, tout à fait, parce que pour revenir sur Tudor, moi, il y a sa politique, enfin, son système de jeu, ok, on l'a compris, et il était très, très lisible hein, par les défenses adverses, on l'a vu, hein. C'était très, très facile de nous contrer. Et en plus de ça, il a démoralisé beaucoup de joueurs dans le vestiaire, parce que effectivement, en insistant toujours avec le même 11 et il y a des joueurs qui clairement ne se sentaient plus concernés et au moment où on a fait appel à eux, bah, ils n'étaient pas à 100%, très clairement. Euh, Coach, moi, il y a un truc sur lequel je voudrais qu'on vienne, justement, puisqu'on parlait. Merci, Alexis, pour qu'on on rebondisse un peu, puisque c'est un peu ta partie, ça. Moi, j'ai une idée de comment on pourrait exploiter pour l'instant l'effectif qu'on a. Je parle d'un point de vue animation, tactique et tout ça. Je voudrais ton avis, toi, parce que on a tendance à enfermer Marcelino, et à tort d'ailleurs, on a tendance à l'enfermer sur un schéma en 4-4-2 à plat, alors que il a quand même montré, que ce soit à Valence, à Villarreal ou à Bilbao, que tactiquement, il était quand même en capacité de s'adapter à son effectif. Quand tu vois ce qu'on achète en termes de profil, quand tu vois l'embouteillage qu'il y a au milieu,
est-ce que toi, tu vois une autre manière d'animer et d'utiliser cet effectif? Comment tu jouerais, toi, en tant que coach, si tu avais cet effectif-là? C'est bien que tu viennes sur ça, en fait, Faisal, parce que justement, moi, je pense qu'il a beaucoup de systèmes de jeu, à la différence de Tudor. Donc, je ne sais plus si c'est Alexis ou le professeur qui a dit que c'était très lisible la manière de jouer sous Igor Tudor. Alors, je dirais à la fin quand même. N'oublions pas quand même qu'on finit troisième avec un record quasiment de points et qu'à un moment donné, il y a eu des matchs spectaculaires au Vélodrome, surtout en première partie de saison. Sûrement qu'en deuxième partie de saison, il a cramé ses joueurs. Et c'est là que je suis entièrement d'accord à 100% sur l'analyse, où là, il aurait fallu faire tourner, il aurait peut-être pas fallu donner un peu plus de confiance à Vitinha, par exemple, quand il y avait possibilité, etc., etc. Pour finir, donc je pense que Marcelino, tu dois mieux le connaître que moi, même si je suis coach, je le connais pas mieux que toi, je pense. Mais je pense, par contre, ce que donc je disais il y a quelques instants, c'est qu'il a beaucoup de systèmes en sa possession, qu'il maîtrise. Donc comment je jouerais? Je peux jouer autant en 4-4-2 qu'en 4-4-2 défensif ou offensif, c'est-à-dire avec des milieux plus ou moins plats ou plus ou moins comme ailier. Je pourrais jouer en 4-2-3. Je pense que Marcelino a une palette, si c'est ça que tu veux m'entendre dire. Je le pense. Je ne le connais pas personnellement, comme je t'ai dit, et je pense que tu le connais mieux que moi et tu pourras répondre à ça. Mais je pense vraiment qu'il a beaucoup de possibilités qui vont s'offrir à lui. Je dis pas que Tudor ne les a pas eues, hein. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Je dis que lui, il va avoir la possibilité, avec le nombre de joueurs offensifs, comme tu viens de le dire, qui ont été recrutés et qu'il avait déjà en sa possession. Moi, j'oublie pas qu'il avait déjà, même si beaucoup l'oublient, Malinowski, il y en a beaucoup qui l'aiment pas, il fait toujours partie de l'effectif. Bon, Under, là, il semblerait que ce soit quasi fait, il va faire plus partie de l'effectif. Il avait donc toujours Vitinha, etc. Donc, il avait déjà des joueurs offensifs. Unai, qui est un joueur offensif, pour moi, pas un 6, etc. Mais peu importe où on les place, les joueurs. Donc, pour revenir à ce que tu dis, et il va avoir un embouteillage au milieu, et c'est là que je voudrais plutôt venir, pas sur les joueurs offensifs. Il va avoir du choix, presque à ne plus savoir qu'en faire, presque. Surtout que je pense que Sanchez, ça va se faire. Moi, si tu me demandes mon avis, moi, je mise plus une pièce à pile ou face sur le côté où ça va être gagnant pour nous et pour Sanchez. Donc, gagnant-gagnant, comme tu dis, sur un an. Mais au milieu de terrain, il y a beaucoup trop de milieux, Fessal. Tu veux mon avis de coach? Il y a beaucoup trop de milieux. Et les gens qui me disent à nouveau les phrases là, sempiternelles, il y a beaucoup de compètes, il faut beaucoup de joueurs, Gay, il est suspendu 4 mois. Oui, bien sûr, les gars. Mais quand on est coach, malgré tout, on a une ossature. Je me répète ce que j'ai dit il y a quelques instants, quand j'ai eu la parole il y a quelques minutes maintenant. On a une ossature. On fait quand même jouer un peu les mêmes. Je suis désolé de dire, Tudor, il a fait jouer toujours la même doublette, là, qu'on n'aime pas. Beaucoup n'aiment pas moi. Rongier et Verretou. Il les a fait jouer parce qu'il les trouvait meilleurs que Guendouzi et Gay. Et Gay a après été prêté. Mais donc, on a beaucoup de compètes, c'est certain. Après, je reviendrai aussi sur mais quand tu tires sur la corde, sur la corde, à un moment, on voyait bien que Rongier et Verretou, à un moment, ça tire la langue. Alors, ça tire la langue pour nous, supporters. Mais je peux vous dire que pour moi, ils n'ont pas fait de mauvais match quand même, les deux. On est un peu sévère toujours parce que je pense qu'on les a pris en grippe, ces joueurs. Tu sentais qu'à un moment, ils étaient à la ramasse physiquement. C'était compliqué, on n'arrivait plus à mettre en place. Et toi, t'aurais mis Guendouzi. D'accord. Et t'aurais mis Guendouzi, toi. J'aurais fait des changements pour faire souffler les autres au moins. Mais qui c'est comme changement en 6 l'année dernière? Reparlons de l'année dernière, même si c'est pas le débat de ce soir. Mais Faisal, il m'a parlé tactique. Et moi, tactique, c'est ce que j'aime, moi. J'aime pas parler tellement de joueurs, moi. J'adore la tactique, moi. Ouais, mais je veux dire, par exemple, à un moment, tu sentais que Verretou, il tire un petit peu la langue. Mais Guendouzi, au moins. Et tu trouves que Guendouzi, il était bon l'année dernière? Excuse-moi de te couper, je te laisserai finir, pardon. Non, il n'était pas forcément. Mais c'était toujours mieux pour faire reposer au moins Verretou. Tu vois? D'accord. Ouais, c'était juste pour ça, en fait, parce qu'à un moment, je trouvais qu'il insistait trop avec son 11 et que son 11, il n'arrivait plus à reproduire les mêmes choses. Et tu regardes même, au niveau de nos pistons, c'était pareil. Klaus, il n'arrivait plus à mettre un pied devant l'autre. Et c'est quand il a rentré le petit Caboret, ça ramenait du peps, tu vois. Moi, je me suis dit, voilà, peut-être qu'il peut, juste sur un match, au moins pour faire reposer soit Verretou, soit Rongier, tu mets Guendouzi, c'est pas grave, tu vois. Tu as raison. Non, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça. Et là, j'ai pas envie que cette saison, ça soit la même chose, qu'il insiste sur sa doublette et qu'à la fin, on se retrouve avec des mecs qui sont cramés vers le mois de mars et après, on n'avance plus, on fait une série qui nous fait dégringoler. Parce que voilà, faut pas oublier qu'à la saison dernière, à un moment, on avait au moins 10 points d'avance sur Lens et au final, c'est eux qui nous ont mis 10 points à la fin. Donc tu as raison. Non, mais je suis d'accord avec toi. Je veux juste rappeler quand je parle de tactique, quand même que nous, les entraîneurs, que ce soit en amateur ou en pro, on a quand même nos têtes. C'est pour ça que les gens ne comprennent pas pourquoi il est bien vu, Rongier.
c'est que pour moi, c'est quelqu'un, on le voit pas à l'entraînement, à moins que quelqu'un il aille tous les jours à la commanderie, il voit tous les matchs de la saison et qui dit vraiment c'est une merguez, ce mec, on se demande pourquoi il joue, alors c'est qu'il y a un truc de cul ou quoi derrière. C'est comme ça qu'on dit même en amateur. C'est que c'est le fils d'eux ou il y a une entourloupe. Mais si Rongier, il a le brassard, bon, encore que ça, un brassard, ça peut toujours être débattu de pour qu'on lui donne un leader, pas un leader, on s'en fout. Mais le mec est tout le temps dans le 11, coché en premier. C'est qu'il est bon pour les coachs. Les coachs, ils s'appellent Marcelino, ils s'appellent Tudor, ils ont les brevets d'état numéro 3e 2. C'est des coachs quand même, on les aime ou pas après. C'est nous les supporters qui les apprécions pas, les coachs. Les mecs, il est titulaire, Rongier, c'est qu'il est bon. Enfin, moi en plus, j'aime bien Rongier, donc ça tombe mal avec quelqu'un qui veut me dire que j'aime pas Rongier parce que je l'aime bien. Ça tombe mal. Bah, après, on peut me dire qu'il est pas bon, il fait que des passes en arrière ou latérales, il marque jamais de but. Il n'y a pas de problème, c'est débattre ça, il n'y a pas de souci. Mais moi, je le mettrai en numéro 1, tu vois. Tu vois, je le mets en numéro 1. C'est Alexis, c'est ça? Excuse-moi. Qui c'est qui? Ouais, Alexis, moi pardon. je voulais Voilà. intervenir. Je trouve que Rongier, il souffre Vas-y. un peu d'un délit de sale gueule parce que Ben partout où oui, il est passé, d'accord son avec toi, poste, moi. il a été capitaine, il le mérite Ben, je suis amplement. d'accord avec toi, moi. Ben, je Je suis d'accord avec comprends toi. pas Moi, vraiment. je débat pas là parce que je suis d'accord avec toi. Moi, je Parce préfère que, débattre contre des gens qui me disent ne mets pas Rongier, coach. Ah ouais. non, Moi, parce que, Rongier, le truc que je lui reproche, c'est que même si au-delà de ses tâches défensives, moi, je lui reproche d'être, par exemple, souvent aux 25 mètres et faire toujours le mauvais choix. Ça, je le reproche. C'est ça. Et certes, c'est pas forcément ce qu'on lui demande principalement, mais à un moment donné, voilà, t'es aux 25 mètres, t'as l'occasion de frapper, frappe. Voilà. Le Ou professeur, fais une est-ce que passe tu D. penses que ça peut être envisagé comme un axe de progression? Parce il peut progresser, il ne faut pas penser que les pros, ils progressent pas. Hein. Pour moi, c'est ça qu'il faut Ah, qu'il c'est mon axe améliore, de Rongier. progression. Ah bah, Et dès lors voilà. où il arrivera à Hum, frapper, etc. hum. Ah là, oui, là, je me dirais, bon, voilà, hein. Là, je me dirais, ok, Rongier, On a un bon joueur, on il a a un passé bon un joueur. step. Et là, ça deviendra même encore un meilleur joueur. Mais Ah pour bah, moi, c'est pas une largement, merguez comme largement. j'entends. Il y a des S'il en est mecs qui disent c'est capable, une merguez presque. On dirait le mec, il sait pas jouer au foot, presque. ah, T'entends des supporters. s'il arrive à frapper de loin, tenter sa chance. Bah, par exemple, là, bon, après, voilà, je vais pas forcément les comparer, mais Santa Maria de Rennes, là, j'ai vu en match amical, il a pas hésité à frapper et il a frappé voilà, il a tenté sa chance, c'est rentré. Oui, mais après, le Rongier, professeur, moi, je lui reproche de pas tenter sa chance. c'est Je lui contextuel. reproche de pas tenter C'est sa chance. contextuel aussi. Là, il y a Witchners qui est monté, je vais lui laisser la parole, mais c'est contextuel. C'est-à-dire que bon, le débat sur Rongier, de toute façon, il revient dans tous les spaces Oui, à chaque bien sûr. fois. Ouais, non, mais c'est clair, c'est clair. Rongier, moi, par rapport à ce que disait, je crois que c'est Khalil qui disait ça, ou Alexis, je sais plus, qui souffrait d'un délit de sale gueule, moi, je dirais pas ça comme ça, mais je pense qu'il manque de charisme, ça c'est vrai. Il manque de charisme, mais par rapport à Santa Parce qu'il Maria, c'est pas la même chose Il y a Witch, fait ça, il y a Witch. Oui, je l'ai Profite. vu, je vais la laisser parler. Mais comme je t'ai dit, c'est pas la même chose de frapper en match amical et d'envoyer une patate devant 67 000 personnes. Et effectivement, c'est ce que lui reprochent aussi certaines personnes, c'est ce manque de charisme, ce manque de prise d'initiative. Parfois. c'est le. Voilà, c'est Parfois. exactement, moi, c'est ça, en Mais fait. moi, je suis Il y a- comme toi, il y a- David. Hein. Moi, je suis Rongier. moi, c'est ça. Moi, c'est son manque de prise d'initiative. Hein. Witch, Il y a des moments où il peut tenter des passes et bien il ne le sûr. tente pas. Witch, vas-y à toi. Bienvenue. Salut, coucou. On Je est suis en train content de t'avoir. Ouais, mais je suis en train de bosser, les gars. Donc, je suis entre deux patients. Bon, tant que tu fais pas de pansement et de sondage, tu peux y aller. Non, Coucou Witch. coucou. J'arrive juste au moment où vous parlez de Rongier, en plus. Ah, laissez Rongier tranquille, hein. Ça suffit. Laissez Rongier tranquille. Vous savez, j'ai l'affection pour lui. C'est vrai que c'est juste qu'il est pas, effectivement, il est pas charismatique, mais le mec, il se dévoue. Tous les entraîneurs où il est passé, ils l'ont fait jouer. Il a joué à n'importe quel poste. Bon, c'est bon, quoi. Il faut un peu le laisser tranquille, ce pauvre gars. Apparemment, cette année, alors de ce que j'entends, il part pas forcément, comme toujours d'ailleurs, hein, mais il part pas forcément s'il y a un pivot à deux. Oui, titulaire. Il part pas dans les deux. Hein, ouais, mais l'année dernière non plus. Et puis l'année d'avant, ben, il n'était pas là, mais du coup, on l'a mis à droite. Écoute, ils vont trouver un endroit où le mettre. Hein. Qui a joué, parce que du coup, moi, j'ai pas vu les matchs amicaux. Qui a joué comme capitaine, du coup? Mais alors, à un moment donné, en première période, c'était lui sur un match amical. Sur le dernier, il n'a pas joué, je crois. C'est Gigot fait ça en Mais deuxième mi-temps, sur je le crois, de dernier, mémoire. il n'a pas joué Rongier sur le dernier match, qu'on gagne 1-0. Il est rentré en deuxième, non? Il est Ah rentré, ouais, il me semble. de mémoire, je sais plus. Faudrait vérifier. Je sais plus.
Mais en tous les cas, Je pense qu'il est rentré avec le brassard Oui, mais aussi quand, tu n'as il, en quand il deuxième joue, mi-temps. quand il est sur le terrain, il a le brassard. Ça, je l'ai vu. voilà, Il non a le mais brassard, oui, tu c'est n'as ça. plus Payet. Si tu me dis que Rongier n'est pas titulaire, ok. Moi, Guendouzi, je le vois pas titulaire non plus. Je vois même qu'il va partir, mais bon, ça c'est autre chose. Du coup, qui va devenir le capitaine, quoi? Tu peux pas mettre quelqu'un qui vient d'arriver. Mbemba, Mbemba, oui, voilà. Oui, quand même, peut-être. il aurait le profil. Bon, sachant qu'en plus, bon, après, il part à la CAN. Ok. Mais Mbemba, il a quand même le profil d'être capitaine. Ouais. Euh, Après, je sais pas si tu as regardé. Mbemba ne s'est pas encore qualifié pour la CAN. Je pense ouais, il que y a encore un ça va match, se oui, entre Khalil, tu as lui raison. Il y a encore un match. oui, entre lui et Aubameyang pour le Gabon. Je sais pas si tu as regardé, si vous avez regardé là, les trucs de préparation que montrait l'OM. Il disait quand même que Paul Lopez prenait de plus en plus de place dans l'effectif, dans sa façon de parler aux autres joueurs. Il parle français, il parle espagnol. Moi j'aime pas trop quand c'est les gardiens, les capitaines, et puis Pau, je le trouve un peu trop en dessous pour ça, mais en tout cas, il disait que il prenait de plus en plus de place dans l'effectif quand même. Hein. Oui, il pourrait être. C'est un cadre déjà, donc. Oui, c'est ça. Après, ça va dépendre. Là, souvent, comme tu l'as dit, ça c'est souvent d'ordre technique, parce que tu as des entraîneurs qui n'aiment pas que les gardiens soient capitaines, qui préfèrent que ce soit au cœur du jeu. Mais ouais, pourquoi pas. Ben, c'est-à-dire qu'après, franchement, je vois pas trop qui d'autre, quoi. Hein. Parce que. Si Sanchez y re-signe. Ah oui, mais Sanchez, il va re-signer déjà. Mais. mais Sanchez, il va pas être capitaine. Non. S'il re-signe, s'il re-signe et que Rongier n'est pas dans l'équation, je pose une vraie question. Alors, je parle pas du fait qu'on lui en veuille. Même pas français. Tout ça, mais personne lui en veut. Qui lui en veut? Ceux qui lui en veulent, ils comprennent rien. Il faut arrêter. En termes de légitimité, est-ce que Sanchez on il ne peut prétendre? sait rien. On ne sait rien. Pas français. On ne sait rien sur ce qui s'est passé entre l'OM et Sanchez. Il faut arrêter. On en veut à quelqu'un. Il parle pas français. Voilà. Et effectivement, il parle pas français voilà. et c'est pas possible. C'est un peu compliqué. Il parle pas français. D'accord. Mais Sanchez, il faut arrêter de lui en vouloir pour des choses que les gens supputent tout seuls dans leur coin. On ne sait rien. Donc, on pourra lui en vouloir après si on sait des choses, mais pour l'instant, on ne sait rien. Vous aurez compris que Witch, elle sait. Et c'est pour ça qu'elle est en colère, parce que elle sait. Je ne sais rien. Moi, je sais juste qu'il est là. Mais je ne sais pas s'il va re-signer. C'est la seule, ça, je n'en sais rien. Mais je sais qu'il est là, ça, j'en suis sûre. Mais voilà, après, moi, ça m'agace, en fait, les gens qui insultent, qui s'énervent. C'est comme le petit jeune qui vient d'arriver, là. On l'a insulté il y a 15 jours. Enfin, pas moi. Les gens l'ont insulté il y a 15 jours parce que, soi-disant, c'était fini, il pouvait plus venir, machin. Et puis, ça y est, là, il a signé. La pression pour ce pauvre gamin, quoi. Il y a déjà pas assez de pression de signer à l'OM. Encore plus quand, depuis gamin, c'est visiblement son club de cœur, si j'ai bien compris. Mais en plus, le type, il s'est fait démonter sur Twitter. Voilà. Bon, toi-même, tu sais que Twitter, c'est pas la vraie vie, et fort heureusement. Ouais, mais c'est vrai que les réactions parfois sont violentes, ça c'est une réalité. J'aimerais, les amis, si vous voulez, on fait un truc rapidos. Alors, on pourrait appeler ça un tour de table, mais je veux pas l'appeler comme ça, parce que c'est déjà pris. Je vais trouver un nom, mais pour l'instant, on va faire une sorte de tour de table. Et Witch, tu vas commencer. Donc, on part dans l'optique que Rongier n'est pas capitaine cette année, soit parce qu'il n'est pas titulaire, soit parce qu'il s'en va. Tu mets qui? Là, à l'heure actuelle, je mets Paul Lopez. Paul Lopez, ok. Ouais. Le professeur? Ouais, Paul Lopez aussi. D'accord, ça fait 2 pour Paul Lopez. Coach? Gigot. Pardon, ok. C'est un tueur. Gigot entre 2 traumas crâniens. Khalil, qui tu mets, toi? Bien sûr, oui, mais tu t'occuperas de lui. Non, je mettrais Gigot. Autant pour moi. Excusez-moi. Moi, si Guendouzi ne reste pas, bon, Paul Lopez, mais si Guendouzi reste, voilà. Alexis? Moi, je mettrais Lopez parce que je pense que ça va lui faire du bien et ça va lui faire du bien. Peut-être que il sera. Alors, je veux pas dire qu'il n'est pas concerné, mais on a déjà eu Mandanda qui a été capitaine, mais je pense que Lopez, ouais, il pourrait très bien faire le travail. Il est sympa ce Space parce que c'est vrai que pour en faire beaucoup de Space, on entend souvent des courants différents.
Et j'aurais pas imaginé que Lopez, il ait autant de supporters ici en Mais termes de parce que Capitana. je l'ai bien vendu. Je Hein, l'ai c'est bien probablement vendu. ça. Il y a Raoult qui est monté. Raoult, tiens, ben, tu vas pouvoir ouvrir ton micro. Salut Bon, à attends, toi. je Oui, vous laisse les bonjour. gars, je vais mes patients d'après. Merci, Je Witch. repasse après. Merci Je à À tout repasse toi. à après. l'heure. À tout. À tout à l'heure. Bienvenue à toi. Alors, ben, avant de commencer, juste si tu veux Bienvenue, Raoult. répondre au petit tour de table qu'on a fait là, si tu as entendu. Oui, bien sûr, Paul Lopez, je dirais bien, mais pourquoi pas Memba? Ouais. Memba, D'accord. Pour quelle raison tu prendrais un des deux, toi? Memba par rapport au vestiaire. Je pense qu'il peut bien canaliser le vestiaire, lui. Ouais. Et D'accord. Paul Lopez aussi, il serait pas mal comme capitaine aussi. D'accord. Ouais, moi, Mbemba, je serais pas mal. Qu'est-ce que tu penses du mercato? Parce qu'on a aussi ouvert pour parler d'Ndiaye, mais aussi du mercato en général. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Bah, le mercato, il est plutôt pas mal. Disons juste que, espérons qu'il puisse bien jouer et qu'il puisse s'entendre sur le terrain. Mais après, j'ai une question par rapport aussi si Sanchez, il prolonge. Vas-y. Ce serait quoi l'offensif si Sanchez il prolonge? Tu veux dire le schéma et l'animation offensive? C'est ça Oui, ta question? oui, c'est ça. Vu qu'il y a trop de joueurs offensifs. On va faire comme on a fait tout à l'heure. Et si tu veux, tu répondras toi à la fin, puisque tu as posé la question. Oui. Mais on va faire un tour pour voir un peu. Donc, on va commencer par le coach. Vas-y, coach. Alors déjà, on joue en quoi comme Ben, système qu'on essaye tous de c'est partir? toi qui choisis. C'est Eh moi ben, qui bien décide sûr. en plus. Ah oui, bah non, parce qu'après, on aurait pu dire que c'était un Non, mais 4-4-2, et dans ces justement, cas-là, on parle des 4 offensifs. c'est à toi de dire comment tu verrais les choses. Alors, pour les titulaires, là, sans réflexion, je mettrais un 4-4-2. Allez, on va partir sur un 4-4-2 avec deux joueurs, bien sûr, sur les couloirs offensifs. Donc, les deux de devant, malheureusement pour Vitinha, vous avez bien compris que je ne le vois pas titulaire, donc je mettrais Aubameyang et Ndiaye, qui vient d'arriver. Et sur les deux côtés, bien sûr, je pense Ismaïlia Sarr, si je le dis bien, d'un côté. Et de l'autre côté, je pense un Harit, moi je mettrais. Voilà les 4 que je mettrais. Là, de tête, sans réflexion, sans avoir mis sur tous les éléments de performance physique, etc. et la prépa, etc. Bon, comme ça, là. Ok. Voilà. Le professeur, toi? Pour les 4 de devant? Ou les 4 ou les 5, je sais pas, comment tu jouerais, avec qui? Moi, je pense que je jouerais en 4-2-3-1 ou 4-4-2. De toute façon, c'est pareil. Parce que devant, je mettrais Obama et Ndiaye. À droite, Ismail Assar. Et à gauche, je pense que je mettrais Unai. Alors, les gars, rappelez-vous bien, parce que je sais pas si vous avez bien entendu, Raoult, sa question, c'est c'est une question fiction qu'on fait. C'est-à-dire que c'est dans l'optique que Sanchez y signe. Désolé, ouh là là, dis donc, la mémoire. T'as bien raison de nous remettre dans le droit chemin, c'est ça, heureusement que t'es là. Faire l'animation. Après, vous pouvez mettre Sanchez sur le banc. Hein. Non, je reviens sur ce que j'ai dit, désolé. Je peux rembobiner ou pas? Vas-y, David, vas-y. Désolé. Alors, bien sûr. Alors non, là, je fais un 4-2-3-1, comme vient de dire, je sais plus qui a parlé, mais c'est exactement ce que je ferais. Le professeur, moi, je fais un 4-2-3-1 là. Et donc, non, après, sur les côtés, Sarr d'un côté, de l'autre, je change pas, je mettrais, je pense, Harit, ou peut-être Ndiaye, allez, ce serait une concurrence. Et puis les deux, Aubameyang en 9, et puis derrière qui tourne autour Sanchez. Ah oui, sans problème. Moi, pareil. Il redevient titulaire, Sanchez. C'est impossible mais comme dit qu'on se pose des questions il nous fait miroiter, on sait rien, et surtout, c'est tellement un bon joueur pour nous. Mais comment on pourrait se passer c'est incroyable. Donne tout, en fait. Il donne tout, il est professionnel et il est bon, surtout. Il est bon. Enfin, moi, c'est mon avis. Après, peut-être qu'il y en a qui vont prendre la parole, ils vont pas le mettre dans les 4, si on joue à 4 devant. Il n'y a pas de souci. Mais pour moi, je le mets. Non. Si Sanchez y signe, il est obligé titulaire, c'est pas possible. Tu peux pas mettre un mec comme lui sur le banc, c'est pas possible. Avec tout ce qu'il va te ramener, avec la grinta, il va tout te ramener. Là, déjà, de base, il met Pape Gay. Il le met en sorte de 10. Moi, je pense que c'est pour enclencher le pressing parce que Pape Gay, il hésite pas à faire le pressing. Je pense que s'il met Sanchez, il va presser comme un cochon, comme il l'a fait la saison dernière. Et est-ce que je peux me permettre de justement te poser une question sur ça? C'est bien ce que tu parles, ça c'est tactique.
te rappelles, l'année dernière, c'est Guendouzi qui devait faire ça. Je m'en Ouais, c'est ça. rappelle. Et est-ce qu'il le faisait par rapport à Gay, là, qu'on voit dans les matchs amicaux? Eh non. Guendouzi, Eh non. en début de saison, il le faisait, Guendouzi. Ouais, pas aussi fort que Gay. En fait, Gay, il est vraiment bon. On s'en rend pas compte là aussi. Mais je pense que c'est un bon milieu, ce mec. Hein. Après, Gay aussi, sa force aussi, c'est qu'il est capable de se projeter à chaque fois. Pas Guendouzi, effectivement. C'est pour ça que Guendouzi, je le vois pas en titulaire. Les gars, Et il y en a qui, et il y avait quelqu'un, un auditeur, qui voulait le mettre capitaine. Mais moi, je le vois même pas rester. Gardez les le gars. débat en tête, le perdez pas, on continue le tour. Alexis, à toi. D'accord. Bah, du coup, moi, je suis d'accord avec David, en fait. Hein. Je mettrais la même config. 4-2-3-1. C'est-à-dire que je mettrais Obama et Sanchez parce que pour moi, s'il reste, bah, il sera titulaire et je mettrais Sarr d'un côté et Harit de l'autre, du coup. Et Harit, voire Diaye. Après, Voilà. faudra voir si Harit, il revient de blessure, quoi. Enfin, faudra voir comment il va digérer, hein. Oui, mais non, mais comme vous l'avez tous dit, on a 3 compètes, les gars. Il y a même, on parle pas d'Ounahi, on parle pas de Vitinha. Il y en a plein d'autres qui vont avoir leur chance. Ouais, mais là, on parlait vraiment de ce qu'on voyait, nous, comme coach titulaire, on est d'accord. On continue à faire tourner. On continue à faire tourner. Alexis, vas-y, si tu veux finir. Je voulais juste dire ce dont on ne se rend pas compte, mais c'est qu'on a un effectif qui est quand même assez pléthorique et assez costaud quand même. Hein. Offensivement et au milieu. Oui, offensivement au milieu et derrière ça va parce que moi, je pense quand même, je vais juste rajouter, alors peut-être qu'il y en a qui vont me jeter des oranges, mais je pense que Balerdi va faire une saison qui sera plutôt pas mal par rapport aux saisons moi, c'est pas des oranges que je vais te jeter. On va finir sur. T'es un tueur. On va finir sur Khalil pour avoir son avis. Khalil, vas-y. Si Alexis resigne, voilà, je pense que ça sera un peu plus compliqué, mais quand même, bon, il va devenir titulaire pour moi. Donc, lui et Aubameyang devant, voilà. Sur les côtés Sarr, sur le côté gauche, voilà. On va se contenter d'Ounahi en attendant, parce que Harit, je pense qu'il n'est pas encore à 100% et il va prendre un peu du temps. Et Ndiaye, tu le mettrais pas sur les côtés? Ndiaye, bon, je pense que pour tirer le meilleur de lui, donc il faudrait qu'on le mette en soutien de l'attaquant comme Alexis. On sait tous qu'Alexis ne peut pas être sur le banc au détriment d'Ndiaye. Bon, c'est à mon avis. D'accord. Bon, moi, sur ce que vous avez dit, je suis plutôt d'accord. Alors, un truc aussi qu'il faut savoir, c'est que Sarr, il a déjà joué, enfin, la plupart du temps, il joue à gauche. Même à Rennes, il a joué à gauche. Enfin, je pense qu'il est capable de jouer des deux côtés. Et je me dis qu'à un moment donné, tu as une possibilité de faire basculer tes ailiers d'un côté et de l'autre. Donc, ça peut être pas mal. Mais pour moi, c'est ça. C'est plutôt un 4-2-3-1 avec Aubameyang devant, Sanchez en soutien, Sarr et Ndiaye sur les côtés. Et effectivement, tu as la capacité après, avec l'effectif que tu as, de changer, par exemple, mettre Harit en soutien de Vitinha. Et tu peux, après, par exemple, faire monter Muguet et mettre Muguet à la place de Sarr. Il y a pas mal de possibilités. Ounahi, le faire monter sur un côté ou le garder au milieu aussi. Il y a beaucoup, beaucoup de possibilités. Raoult, comment tu voyais les choses, toi, avant qu'on bascule sur la suite? Ouais, mais je suis plutôt d'accord avec vous, mais je vais revenir sur Ndiaye. Au Sénégal aussi, il joue plutôt à gauche. Plutôt côté gauche. Ouais, avec Sarr à droite. D'accord, c'est vrai que c'est plus en club qu'il est au cœur du jeu. Ah oui, mais Mané au Sénégal, il joue à gauche, non? Oui, c'est bon. En fait, Mané était absent pendant la Coupe du Monde. Du coup, Ndiaye était obligé à jouer à gauche. Voilà. Donc, il a fait une bonne Coupe du Monde avec ces 2 matchs. Il a été même décisif sur le côté gauche. Parce que moi, il me semblait qu'avec le Sénégal, c'était Sarr à droite, Mané à gauche oui, et c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, il jouait pas Mané sur à gauche et Boulaye en pointe. Mais Mané était absent lors de la Coupe du Monde. Donc, Iliman a joué sur le côté gauche. Ah, ok. Donc, Sarr arrive ce soir à 00h30, hein, les gars. Je vous le dis. Pour ceux qui veulent aller à l'aéroport, il arrive à 00h30.
Bah, t'as qu'à y aller, Non, moi, je Fessan. suis trop loin, j'ai pas le temps. Je peux pas y aller. Je suis trop loin. Là, ce soir, je peux pas. Alors, il y a quelqu'un qui est monté. Donc, juste un truc, puisqu'on a quand même. Salut, ciao. Salut, Chaoui. Salut tout le monde. Je vais te laisser, Salut, la Shawi. parole. Juste, je vais introduire le thème et tu pourras commencer, d'accord? Ok. Allez. Donc, en fait, on a parlé effectivement de comment on allait avoir une animation offensive. J'aimerais qu'on réfléchisse ensemble euh, à notre ligne défensive. Parce qu'effectivement, on a pléthore de joueurs devant. Enfin, en tout cas, on a assez de joueurs pour pouvoir avoir plusieurs combinaisons possibles en termes d'animation. On a un milieu qui, de toute façon, va devoir être dégraissé parce qu'on a même des joueurs offensifs qui sont en capacité de jouer au milieu et des joueurs du milieu qui peuvent dépanner au niveau offensif aussi. Donc, à ce niveau-là, on est quand même bien. Mais j'aimerais qu'on revienne plutôt sur la défense, aussi bien sur les latéraux que sur les centraux. Et par exemple, toi, Chaoui, j'aimerais que tu me donnes ton avis là-dessus. Est-ce que tu penses qu'on est armé derrière? Et sinon, qu'est-ce que tu proposerais, toi? Alors déjà, avant toute chose, je vois qu'il y a Massalia Live qui est là. Donc c'est anciennement OM Live, si on est d'accord. C'est OM Live et c'est Massalia. En fait, on est sur le David, moi, et il y a Gester aussi qui est là, mais en fait, on est des membres du site et Oui, c'est le je site qui connais nous très bien héberge. Gester. Donc C'est ça. je connais très bien Gester. Ça fait depuis 2004 que je suis sur le site. Ça fait un petit moment que j'étais pas venu. Déjà, c'était pour faire un grand coucou à tout le monde. Mais Déjà, c'était la première Ah, bah, bienvenue chose. ça fait chez plaisir, toi, alors. ça. Super, Bienvenue chez bienvenue. toi. Alors, exactement. Shawi 78 sur OM Live. Bienvenue chez toi. Je sais pas si Gester est là non aussi. Non, j'ai pas fait attention. Alors, Gester, il est passé tout à l'heure, mais de toute façon, il a les oreilles qui traînent. T'inquiète pas, il va t'entendre. Tu peux y aller. D'accord, bah super, parce qu'on s'est rencontrés sur Marseille déjà, on a regardé un match ensemble et tout, enfin, parce que j'habite à Paris, hein, c'est pour ça que je dis ça. Alors, sur l'animation offensive, Dans le euh, 78. c'est ça exactement. Moi aussi. Dans les Yvelines. Alors, Allez. c'est ça, c'est les Yvelines, pour faire une petite aparté. Alors moi, personnellement, sur l'animation offensive, pour parler de NJ, je vais pas te mentir, je le connais pas du tout. J'ai vu sur les quelques buts qu'il a mis à droite à gauche, ceux qui ont posté ces buts, mais je sais pas du tout ce qui pourrait nous apporter, dans quel registre ou quoi. Donc je préfère ne pas en parler en fait sur ça, sur l'animation offensive. Sur l'animation défensive, la première chose que je ferais, moi personnellement, c'est de retirer Balerdi. Quand je te dis retirer Balerdi, c'est même le ventre. Il faut absolument qu'il fasse plus partie de cette défense-là, parce qu'on part avec un handicap avec sa présence. C'est flagrant. Et j'arrive plus avec lui. On peut pas jouer au football avec un mec comme ça en fait. On n'est pas rassuré. Si c'est pour mettre des buts devant et que derrière tu commences à trembler, tu serres les fesses, c'est jamais bon signe. Donc ça c'était pour la première des choses, c'était retirer Balerdi et comme je disais la dernière fois sur un autre space, essayer de trouver un vieux briscard type Bonucci. Mais Bonucci, bon aujourd'hui il a 36 ans, un Bonucci qui aurait peut-être 34 ans, quelque chose comme ça, un Laurent Blanc de l'époque. J'aurais bien voulu trouver un briscard à côté d'Mbemba. Gigot pour moi aussi c'est ok, il a la rage, il a tout ce que vous voulez, la niaque. Mais lui aussi, il est limité. J'aurais mis Mbemba avec un taulier à ses côtés. Ça, c'est au niveau de la défense centrale. Sur les côtés aussi, Klose, pareil, je l'aurais enlevé. Parce que pour moi, il a pas les qualités pour ce qu'on va lui demander cette année. Pas assez défensif, le gars. Lodi, je l'ai jamais vu jouer. Je sais pas du tout ce que ça va donner au niveau de l'autre côté. Et voilà pour ma part. Ok. Et est-ce que tu as par exemple, si on enlève Klose et si tu enlèves Balerdi, toi, tu verrais qui à leur place? Est-ce que tu as des joueurs en Alors, tête? j'ai pas de nom. Non, j'ai pas de nom. Comme je te disais, un espèce de Bonucci ou vraiment un vieux briscard. Tout de suite maintenant, je pourrais pas te donner de nom. J'en ai pas Aymeric vraiment pas en tête. Laporte, donc qui n'est pas un vieux briscard, mais tu sais que c'est une rumeur qui tourne. Oui, mais ouais, j'ai vu que c'était une rumeur qui tourne déjà. Ouais, bon, par contre, lui, oui, effectivement, je le connais. Lui, je pense que lui, déjà, il ferait l'affaire déjà. Je pense qu'on sera d'accord sur ça. Mais absolument, Balerdi, c'est plus possible. C'est vraiment plus possible.
Et en remplaçant de Klose, Maïle, tu en penses quoi? Eh ben Maëlle, le truc, c'est que tu as vu, ça fait un moment, c'est un espèce de serpent de mer, viendra pas, viendra pas. Mais à mon avis, hein, s'ils le font, pour moi, il va passer titulaire. Et puis, il présente un double avantage, Maïle, hein. C'est-à-dire que Maïle, il est en sélection, il joue à gauche. Donc lui, c'est un gars qui est véritablement en capacité de jouer aussi bien à droite qu'à gauche, même si tu le prends à droite. Mais l'avantage de le prendre, c'est que non seulement c'est une doublure crédible pour l'Audi, mais ça te permet de recruter un arrière latéral de moins, puisque tu peux faire confiance au petit Soglo, par exemple, sachant que Oui, si... comme Aspi à Voilà, l'époque. sachant que si l'Audi se blesse, ben, tu sais que Maïle peut suppléer et que le petit Soglo, il aura du temps de jeu. Mais surtout, donc ça fait une Oui. vraie concurrence à Klos. Et on va dire que ce joueur-là, il te permet de focaliser ton attention sur d'autres postes, par exemple sur un central. Donc ce serait intelligent de recruter ce C'est vrai, gars-là. c'est pas faux, c'est vrai. Ok, ok. On va faire un petit peu le tour. Merci à toi, hein, Chaoui, et encore une fois, bienvenue chez Merci à toi. tous. C'est un plaisir. Merci. Le professeur, toi, au niveau de la ligne arrière et tout, comment tu sens le truc? Pour l'instant, je pense qu'on part avec deux titulaires. Je pense que ça va être Lodi et Klaus. Il va falloir qu'on recrute. Maëlle, je sens que Longoria, il est en train de bosser pareil qu'il a bossé sur le dossier de NJ. Je sais pas comment il doit négocier dans les coulisses, mais je sens qu'on va avoir un dénouement heureux. Et là, franchement, avec Maëlle, ça peut être de bon augure. Après, en défense centrale, j'espère que si on se qualifie pour la Ligue des Champions, on va réussir à ramener un top défenseur central pour pouvoir l'aligner avec Chancel et avoir sur le banc Balerdi et Gigot. On est bien d'accord que là, vu le recrutement qu'on fait, notre défense, elle est pour l'instant pas forcément à la hauteur, pas encore en tout cas, de ce qu'on a au milieu et devant. Oui, Oui, mais je suis pas. mais Ouais, mais on est après, ça sévère tient la avec les route, joueurs. hein. C'est Moi, parce pour qu'il n'y a moi, pas de ça tient la recrues. route. Pour moi, ça tient la route quand même, hein. En Ligue 1, franchement, faut pas Bien sûr. avoir Cellini, Bonucci, Prime. Non, j'entends bien. Mais oui. David, vas-y. Et Parce qu'il faut se dire non, mais aussi, oui, c'est parce que là, on crie. En fait, on parle on a beaucoup plus d'inquiétude défensivement qu'au milieu ou qu'en attaque, parce que les recrues ont été quasi exclusivement des joueurs à vocation offensive, à part Lodi. Mais rappelons-nous de nos joueurs qui étaient loin d'être là aussi mauvais. Mbamba, alors oui, il a mal fini la saison, mais il a quand même pas été si mauvais que ça, là, plus qu'une première partie de saison. Moi, Gigot, quand il n'est pas blessé, à la raison Witch, je le trouve quasiment, c'est pas pour rien que je le mettais capitaine, pour moi un titulaire. Balerdi, je suis moins sévère que Chaoui en disant qu'il faut le virer. Non, pas du tout. Et d'une, faut le garder parce qu'il en faut. Comme Touré, il faut le garder. Il faut ni le vendre en Angleterre, quoi que faut garder. Il faut quatre défensifs pour 2 places, pour moi, et on les a. Mais c'est loin d'être une défense, comme vient de le dire je ne sais pas qui, mais qui a eu une très bonne réflexion. C'est largement bon pour la Ligue 1. Enfin, arrêtons. Klaus, l'année dernière, il a quand même mis 13 ou 14 passes décisives, et pourtant, on a dit qu'il a été mauvais. Il en a mis 11. Lodi, oui, allez, je suis Marseillais, ok. 11 au lieu de 13, ok. Mais bon, il a raté donc une bonne partie de saison, comme un peu Mamba. Donc non, on a une défense, et moi j'aime bien Paul Lopez, beaucoup le trouvent comme un numéro 2, mais non. Non, ma défense, enfin notre défense, pardon, c'est pas la mienne, notre défense de l'OM est loin d'être mauvaise. Elle peut être améliorée, ça t'as raison, c'est ça. c'est clair. Tu as Mais c'est entièrement pas, raison de dire qu'elle doit être. c'est pas une Elle doit défense être Oui, mais tu améliorée. vois, David, les mots sont importants. C'est pas la même Oui. chose de dire elle peut et elle doit. Et tu vois, tu as fini ta phrase, tu as commencé par elle peut être améliorée et tu as fini par elle doit. Et moi, je pense pas qu'elle peut. Bon. Je pense qu'elle doit. Alors, notre défense, pour moi, là actuellement, elle est loin d'être mauvaise. Je vais faire des phrases avec la sémantique. Mais pour autant, je pense, comme vous êtes en train de le dire tous, qu'on va recruter. Donc, elle va encore s'améliorer. Elle va encore être de meilleure facture, si tu veux que je te dise ça comme ça. C'est évident. Tu viens de le dire sur Maleux, mais peut-être qu'il n'y a pas que lui. Tu sais qui travaille dans Sous-Marin, tu le connais, le duo Rimalta-Longoria. Ils vont recruter, je pense, le petit Soglo, même s'il a fait une bonne impression, il faut une vraie doublure. Vous parlez de Ligue des Champions.
Je pense qu'on va s'y qualifier dans cette compète. Il est bien gentil, Tsoglo. Tu le vois, si Elodie est suspendu, être titulaire en Ligue des C'est Champions. pour ça Ça peut que, c'est arriver pour en ça match de poule. que le recrutement de Tu vois? Maëleu, il peut être intéressant. Parce que Maëleu, Ouais, c'est un bien sûr. vrai, Mais vrai, vrai oui, joueur je veux dire, il d'accord. dépendra pas ça. Mais Il tu, peut jouer à gauche, vraiment. mais tu parlais de, mais tu parlais de toute la Oui, défense, toute la Fessal. défense. Or, moi, je te dis que dans l'axe, les 4 que tu as, tu es bien d'accord que tu en as 4 ou je me suis Ben, trompé? Tu as Mbemba, Touré, Balerdi, tu as, Touré, Gigot. ça en fait Oui, 4. mais Je me tu trompe pars pas. en Ligue des Champions avec Touré? Franchement, on peut se qualifier en 8e cette année avec les 4 qu'on avait là, non? Il était encore là, Touré. Non, Hein. mais non. On avait Colasina qui jouait sur le côté. Les gars, non Mais mais Touré, attendez, il était à revoyez les Auxerre. matchs. Comment ça, il est encore là? Non, pas tout de suite. Non, 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 non. La phase de poule, c'est faux, fait ça. Là, je suis obligé de te. Non, 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 non. Il était encore là, on l'a prêté qu'après coup. C'est Comment ça, faux. tu l'as prêté Et qu'après en plus, coup? on les avait. C'était les Balerdi qu'on a mis. C'est les Balerdi, les Mbamba dans David, l'axe. Et les comment Gigots. ça, on l'a C'était les prêté mêmes. qu'après coup? Il n'a pas été prêté en début de Il a saison. été prêté C'est quand, après Touré? coup qu'on l'a prêté. Ah, après coup, il me semble. Pas tout de suite. Je Écoute, je regarde. vais regarder ça. Ça a Vas-y, été vas-y. Ouais, mais c'est pas grave. En fait, ce que je veux dire, c'est que cette défense-là, elle peut faire une Ligue des Champions, elle peut faire une défense de Ligue des Champions. On l'a vu cette année. On se qualifie pas pour 1 ou 2 points parce qu'on joue mal les coups. Après, elle doit être améliorée. Allez, je vais te donner raison. Elle doit être améliorée. Voilà. Mais ça va être le cas parce que Longoria, il bosse pour prendre un DC et un latéral. Donc, elle va être améliorée. S'il les prend, c'est pour être des titulaires, Fessal. Il prend pas des recrues pour être sur le banc. Tu as raison, il a été prêté au Non? mercato d'hiver. Tu as T'as raison. vu? Je dis pas toujours des bêtises. J'en dis beaucoup, mais pas toujours. Non, je savais parce qu'on l'avait gardé, parce que je sais qu'il était rentré, qu'on lui avait reproché en Coupe d'Europe ce match de Tottenham. Ah bah oui, je m'en souviens encore. Où il est rentré, on était à 0-0, où on cherchait le 0-0, je crois, et que malheureusement, après derrière, on perd. Bon, bref, c'est pas Touré qui est le responsable de notre élimination en Ligue des Champions. Non, voilà, donc, voilà, j'ai répondu, je crois, à ta question. Non? Ok, on va faire tourner. Hein? On va faire tourner. Allez. Alexis? Oui, je pense que notre défense, c'est vrai que on a une défense qui est pas mal pour la Ligue 1, mais pour la Ligue des Champions, je pense que elle doit être améliorée. Parce que là, on risque d'être trop juste. En plus, on sait pas dans quelle poule on va tomber. On sait pas, enfin, il faut déjà se qualifier, mais je pense que ça va le faire. Mais on sait pas dans quelle poule on va tomber, ni contre quelles équipes on va tomber. Donc, moi, j'aime bien Balerdi, mais je l'ai dit tout à l'heure, je pense et j'espère qu'il va faire une bonne saison. Par contre, il nous faut quelqu'un, je sais plus, je crois que c'est David ou qui a dit qu'il nous faudrait, ou une autre personne qui a dit qu'il nous faudrait un vieux briscard avec Bemba pour bien tenir la baraque solidement derrière et sur C'est les Chaoui, je côtés. crois qu'il a dit. Il me semble que c'est C'est Chaoui. Chaoui, voilà. Donc il avait raison et il nous faut vous savez, un taiseux, un aboyeur et tout, du type comme Heinze, vous vous rappelez. Donc un joueur comme ça qui a vraiment la grinta et tout, pas forcément en Sudam, On mais il avait a un peu Cola, les gars. Hein. oui, Cola, mais il c'était est un pas, taiseux aussi. il est parti, on l'a pas gardé. Parce que pour la petite anecdote, je me souviens quand je regardais justement au sujet de Cola, je regardais les vidéos des entraînements où Payet disait on veut plus de guerriers, on veut juste des mecs un peu techniques, mais finalement lui il a fini sur le banc et Kolasinac il a fait tous ses matchs. Si vous vous rappelez, s'il y a des gens qui ont vu ça, mais T'as ouais, raison. ouais. Donc au final. Oui, je pense que il faut améliorer la défense. Voilà. Et après, les gars, je vais devoir vous laisser parce qu'il va falloir que j'y aille. Ça marche, Alexis. Merci à toi en tout cas. Allez, je vous souhaite une bonne soirée à vous tous. Bonne À soirée, bientôt, les merci gars. d'être passé. Merci beaucoup, Merci. Alexis. À bientôt pour un Merci. prochain À plus. Space. Merci Pas de d'être soucis. passé. Avec plaisir. Merci. Ciao. Raoult, ton avis? Si tu es toujours là, tu ouvres ton micro. Comme on fait dans les ventes aux enchères, Raoult une fois, 2 fois, Raoult 3 fois. Allez. Khalil, Oui, à toi. Alors, toi, cette ligne défensive, tu en penses quoi? bah, je pense qu'on devrait encore recruter un défenseur, pas un vieux Biscard comme je l'ai entendu, hein, un top défenseur, voilà. Qui serait capable voilà, d'élever le niveau, surtout avec, qui se rapproche ou, voilà, un peu plus de Mbemba, quoi. Baladi, j'aimerais bien le faire confiance, mais voilà, je pense que faut pas qu'on se après, voilà, oui, on est bon en attaque, mais la défense ne tient pas la route, donc voilà. Je veux qu'on recrute un autre défenseur. Bon, mais peut-être que ça peut attendre d'abord qu'on se qualifie, espérons, pour la Ligue des Champions, pour avoir un peu plus de sous pour cela. D'accord, donc toi, tu es pas un fan de Balerdi?
Bah, je l'aime bien et j'aimerais bien qu'il réussisse à l'OM et qu'il fasse une grosse saison. Mais bon, j'ai des doutes quant à sa concentration pendant toute une saison. Même pendant 90 minutes, c'est un peu difficile. Voilà. Mais bon, je ne veux pas prendre de risques. Voilà. D'accord. Alors, en bas, là, sur le groupe du Space, on a une très bonne question. Donc, c'est bien, on va aller dessus. Donc, en fait, le recrutement, là, il est pour la plupart, en tout cas, je pense pas que ce soit fait exprès, puisqu'on vise la qualité des joueurs et en aucun cas leur provenance. Mais Aubameyang, Kondogbia, même si Aubameyang ne va plus trop en sélection, mais Aubameyang, Kondogbia, pardon, Ndiaye, Sarr, et si on compte Chancel Mbemba, Pape Gueye s'il reste, et d'autres, on a un recrutement qui est axé Afrique. On sait qu'il y a une Coupe d'Afrique des Nations au mois de février. Et la question que posait un auditeur, donc c'est Rémi, il disait le recrutement est top, mais pendant la CAN, on va jouer avec qui? Et je trouve que c'est vrai que c'est une préoccupation qu'on a depuis pas mal de temps. On se doute bien que la direction, si nous on se pose la question, ils se sont également posé la question. Et je pense que la suite du recrutement va peut-être aller en ce sens. Mais j'aimerais avoir votre avis. Donc on va commencer par le coach. Cette CAN-là, surtout si les joueurs, les joueurs sénégalais prennent par exemple le pouvoir sur les côtés qui deviennent titulaires, etc. Est-ce que ça risque d'être problématique selon toi au mois de janvier si les joueurs performent à l'OM et qui sont appelés par leur sélection? C'est un problème. La réponse, elle est simple. C'est un problème, un gros problème, parce que, alors, j'ai pas, tu vas peut-être plus m'informer. C'est combien de temps la CAN? Ça dure un mois. Alors Un après, mois. Donc, il on y va a des rater 4. sélections qui sont, entre guillemets, programmées plus que d'autres pour gagner. Par Mhm. exemple, on sait que peut-être Mbemba, par exemple, il part beaucoup moins favori qu'Harit, Ounahi ou que Sarr et Ndiaye, par exemple, pour ne citer que. Mais c'est un mois. Voilà, donc on va rater 4 matchs, en gros, peut-être 5 s'il y a un milieu, une coupe, parce que c'est en janvier, donc ça doit être la Coupe de France, on doit rentrer. Bon, 4, 5, 6 matchs. Allez, ça fait 4 à 6 matchs qu'on va rater. Ouais, Que ouais, vont rater 4-5, ouais. tous les participants à cette CAN. Ok. Alors, c'est un gros problème, hein, je le dis, hein, oui. Maintenant, j'ai envie de te dire, tu parlais d'effectifs pléthoriques. On en a, parce qu'on n'a pas parlé depuis tout à l'heure d'autres joueurs qui joueront pas la CAN, les Malinowski, les Guendouzi, donc justement d'autres joueurs qui là auront vraiment la possibilité de jouer. Mais maintenant, il y en a pas assez, parce que si on comptabilise l'effectif de l'OM à l'heure actuelle, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont y participer, si je me trompe pas. Donc ça va être un gros problème. Donc te répondre là de but en blanc, est-ce À qu'on l'heure peut pas actuelle, en tout cas. penser? À Ouais, l'heure actuelle. vas-y. À l'heure actuelle, oui, voilà, c'est ça. À l'heure actuelle, ce que je veux dire, c'est que là, avec en plus les recrues vont y participer. On est bien d'accord, ils vont y aller, les Sarr, les Ndiaye. On est bien d'accord. Tu as pris Voilà, des joueurs qui sont voilà, sélectionnés et qui en plus sont c'est performants avec ça. leur sélection, bien sûr. Ouais. Donc ils vont y aller, ils vont être, voilà. Donc ils vont jouer. Après ils vont jouer. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ils continuent à garder de la forme. Ils vont pas faire le nombre comme des fois font Verretou ou Guendouzi quand ils vont en équipe de France. Maintenant, je pense que comme encore une fois on le disait depuis tout à l'heure, le mercato est loin d'être terminé avec le duo Ribalta-Longoria. Il va recruter sûrement maintenant des joueurs qui seront moins aptes à participer à la CAN, donc des joueurs qui seront là en temps et en heure pour être là au mois de janvier. Je pense. Hein. Enfin, je pense qu'encore une fois, faut penser que Longoria c'est quelqu'un d'hyper prévoyant dans l'anticipation, dans la projection, voilà, chercher le mot, là, qui va bien avec lui. Et donc, je pense qu'il va y penser d'ici la fin du mercato. Là, en fait, c'est ce qu'on a surtout besoin, c'était les recrues pour préparer le tour préliminaire et le barrage. C'est ça qu'il faut se mettre en tête. C'est même pas la Ligue 1. Si on perdait quelques points, ne leur en tenons pas rigueur. Pourvu qu'à la fin août, on soit en Ligue des Champions. Ça, pour moi, c'est l'objectif numéro 1 de ce mois d'août. C'est pas les peut-être 2 ou 3 matchs de Ligue 1 qu'on a. Bien sûr qu'il faut les gagner, mais ça nous mettra un regain de confiance. Évidemment, pour un coach, on est d'accord, hein, les victoires appellent les victoires. Mais surtout, qualifions-nous. Donc là, il a fait les recrues qui, pour moi, sont à même d'être, alors j'espère, parce que Lodi, on l'a toujours pas vu, ça m'inquiète un peu quand même. Mais les autres, ils ont l'air d'être aptes pour jouer tout de suite. Hein. Là, le NDI, il a joué tous les matchs amicaux, il peut déjà jouer dès mercredi.
Sarr, il a déjà joué, Aubameyang a déjà joué, voilà. Donc pour moi, ce sera un gros problème. Oui. Pour te répondre à ta question, Faisal, je sais pas ce que t'en penses toi, mais oui, Alors, oui, 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 ce sera un problème. je Je vais suis d'accord. laisser, Khalil, je vais revenir vers toi. Mais voilà, on a quelqu'un là qui est un auditeur. Alors, je lui ai envoyé une demande pour parler. Je ne sais pas s'il l'a reçue. Donc, pour ceux qui sont les plus jeunes, très jeunes, peut-être que vous ne le connaissez pas, mais pour les gens comme moi qui ont découvert le foot avec la télé sans Internet, c'est un journaliste qu'on voyait sur Téléfoot et qui m'a fait le plaisir de déjà d'être là en auditeur et peut-être de passer nous faire un coucou. C'est Vincent Hardy. Donc, David, tu le connais, toi, Vincent Hardy, sur Oh bah Téléfoot. oui, quand même. À Voilà. 46 ans, si je connaissais pas Vincent Hardy, ce serait inquiétant. Hein. Voilà. Ça Donc, fait hyper plaisir même de l'entendre. alors, on va voir si on arrive à monter, parce que depuis tout à l'heure, je lui envoie une demande. Ah, mais ça y est, il se connecte. Donc, Ah bah super. voilà. Donc, je vais lui laisser ouvrir son micro. Vincent, merci beaucoup. C'est un plaisir de t'avoir là. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation. Bienvenue. Ouais, bonjour à tous, merci à vous également. Bonsoir Vincent. Bonsoir à tous, merci pour l'invitation et c'est un plaisir d'être avec vous. Alors, on s'était donc avec Vincent, on s'était rencontrés sur un space et bon, je lui ai dit, mais je le redis encore que il a accompagné toute mon adolescence et mon adolescence sur le foot. Entre les reportages, enfin téléfoot en général, c'était l'émission en référence. Alors, comme tu es là, est-ce que tu peux nous donner toi ton avis de spécialiste avisé sur ce que tu vois par rapport au mercato de l'OM? On va dire bon, les choses qui sont positives, mais aussi les réserves qu'on pourrait avoir, selon toi, sur ce mercato. Je crois que c'est le plus beau mercato que fait l'OM depuis l'arrivée de McCourt, en tout cas depuis que Pablo Longoria est aux commandes. Sincèrement, on est avec des joueurs qui signent des contrats longs, alors qu'avant c'était souvent des prêts ou des petits contrats. On est avec des joueurs qui veulent venir porter le maillot de l'OM. C'est très important, surtout dans un club comme l'OM où il y a une grosse pression et il faut savoir la supporter. Il faut avoir un mental capable de le faire et c'est le cas. Pour tous, hein, que ce soit Kondogbia, Ndiaye, etc. Je pense que c'est un mercato vraiment très intéressant. Pour moi, la meilleure recrue de l'OM cette saison, c'est Marcelino. Et je pense qu'on va vite s'en apercevoir quand l'OM va jouer parce que c'est un entraîneur qui sait vraiment ce qu'il veut, qui a plusieurs formules de jeu avec une préférence pour le 4-4-2, mais c'est malléable. C'est un football très percutant, très intéressant. Il a vraiment une très belle image en Espagne. Et sincèrement, je pense que cet OM-là, cette année, va régaler le Vélodrome parce que c'est quand même un style percutant avec une projection très vite vers l'avant, un pressing intense. Le seul point commun avec Tudor, c'est une préparation, un physique irréprochable et une capacité à être vraiment omniprésent. C'est sans doute pour cette raison aussi que Longoria a annoncé à Dimitri Payet qu'il ne comptait plus sur lui. Non, c'est vraiment très très intéressant avec des joueurs séduisants. Et puis qui correspondent bien au style de Marcelino, avec Aubameyang qui sera sa pointe devant. Bon, Sanchez, on ne sait pas trop. Moi, je pense personnellement, comme personne ne s'exprime du côté de l'OM, qu'il y a un accord entre les deux parties pour prendre une décision à un moment. Je le verrais bien tourner autour d'Aubameyang. Maintenant, on va bien voir ce qui va se passer. Et je pense même, parce que parallèlement, je pense que Paris s'affaiblit avec le départ d'Mbappé et surtout celui de Messi, parce que quand on regarde les stats des deux joueurs, on remplace pas deux joueurs de ce calibre comme ça, même si ils ont quand même du beau monde, mais c'est normal avec les moyens qu'ils ont. Et en tout cas, ils vont avoir du mal pour trouver un avant-centre parce que Kane va signer au Bayern logiquement et Højlund est parti à Man United. Non, moi je suis séduit. Pour résumer ma pensée, je suis très séduit. Je pense que maintenant il va falloir surtout recruter derrière. Et là, je pense qu'on va voir, mais on parle beaucoup du Danois de l'Atalanta, mais on parle éventuellement de Garcia ou de l'Anglais. Il faut suivre, il faut voir. Mais je trouve que c'est un mercato cohérent, abouti, pas très onéreux sur le plan des en termes de moyens financiers par rapport au potentiel des joueurs. Et je pense que l'OM a tout
pour être dans les 2 premiers, voire renouer avec un titre. Alors vous allez dire, je m'avance peut-être un petit peu, mais je le pense sincèrement parce que je suis assez séduit par ce qui se passe. Et le plus important, je le répète, c'est des joueurs qui ont vraiment une folle envie de venir à l'OM. Et ça, c'est primordial. Et ça n'a pas toujours été le cas. Je dis pas que les autres ne voulaient pas venir, mais bon, ils ont été recrutés, point à la ligne. Là, on est vraiment avec un groupe qui me semble très, très solide. Alors après, il y aura la CAN, bien sûr. Il y a les 2 Marocains et les 2 Sénégalais qui vont partir parce que le Maroc et le Sénégal sont déjà qualifiés. Mais par exemple, pour Kondogbia, la République centrafricaine, je crois, ils sont pas encore qualifiés. Hein. À ma connaissance, je me dis peut-être une bêtise. Voilà. Voilà en résumé mon avis. Merci à toi. On en avait déjà parlé il y a quelques temps, mais bon, les auditeurs de Massalia Live, peut-être ils n'avaient pas écouté ça. Ayant connu plusieurs directions, hein, parce que tu as expliqué sur certains spaces que tu avais assisté quand même à des grands matchs en première loge et que tu avais quand même côtoyé les dirigeants de Marseille. Quand tu vois Longoria travailler, en quoi, selon toi, sa méthode de travail, en quoi elle se rapproche des grands dirigeants qu'on a pu avoir? Et peut-être même quelle différence tu fais aussi, en quoi c'est aussi différent sur certains points? Je ne sais pas si ma question elle est assez claire. Non, je pense que chacun a son propre style. Moi, je suis épaté plutôt, enfin, assez surpris et dans le bon sens par sa maturité à son jeune âge, sa capacité à son réseau qui me semble vraiment important. Et puis ce que j'apprécie avant tout, c'est qu'il ne prend pas la parole inutilement. Et il a raison, c'est pas le rôle d'un président, mais il sait la prendre quand il le faut. Euh, Sa gestion du cas Payet est remarquable. C'est dur hein, dans une entreprise de dire à un salarié qu'on ne va plus compter sur lui. Il fallait le faire, mais il a su le faire. Euh, et on sent quelqu'un qui sait où il va, qui sait ce qu'il veut. Et pour la première fois, euh, bon, le fait que l'interdiction de transfert de l'UEFA soit levée, etc. Mais pour la première fois, il a un petit peu de moyens. Et non, je trouve que c'est. Et puis surtout, il a apporté de la stabilité à l'OM, qui en avait bien besoin. Et c'est. Il est. Enfin, j'ai rarement vu un président aussi jeune, aussi brillant, aussi efficace. Après, il faut pas le porter au nu non plus parce que c'est un métier délicat où tout peut s'emballer dans l'autre sens assez vite, mais je dirais qu'il est dans un rôle qui me semble plutôt taillé pour lui. Et tout ce qu'il fait à l'OM depuis qu'il a pris les rênes est assez cohérent. Et c'est pas facile. Et puis je répète, il n'est pas là pour tirer la couverture à lui. Après, en termes de communication, il est très bon aussi quand il s'exprime. Euh, il a bien compris ce qu'était Marseille, ce que le public attendait de son équipe. Et il a d'ailleurs, ce que je pense, je sais pas ce qui s'est passé avec Tudor, est-ce que c'est la fin, c'était d'un accord commun ou autre, mais il est clair que même si on ne peut que louer ce qu'a fait Tudor l'an passé, il y avait quand même des moments délicats, surtout à domicile, et ça ne correspond pas à ce qu'attendent les supporters à Marseille. Est-ce que c'est lui? Et je pense qu'ils sont séparés probablement d'un commun accord. Mais en tout cas, en prenant Marcelinho, je pense que c'est une bonne pioche par rapport au style qui va amener à l'OM et qui correspond plus à ce qu'attendent les Marseillais de leur club. Ok, merci à toi. David, tu aurais peut-être une question pour Vincent? Profites-en, qui est là. Non, mais c'est un plaisir de l'écouter. Et puis sur ses analyses, voilà, c'est non, j'ai rien à dire parce que c'est trop plaisir de l'entendre. Et puis tout ce qu'il a dit, il était totalement dans notre. Bah non, on aurait pu lui demander s'il avait des avis sur notre défense. Tout à l'heure, le débat un peu tactique ou qui ferait jouer si Marcelino, même s'il est malléable, comme il l'a bien dit, les quatre de devant, quel était un peu son avis, comme nous on a fait le tour de table tout à l'heure. Voilà, mais tout ce qu'il a dit, il a bien raison sur Longoria. Il a bien fait d'étendre le sujet sur ça, parce que c'est vrai que c'est assez impressionnant. Ouais, c'est vrai que Vincent, ça fait bizarre la première fois quand on lui parle. Après, après quand ça fait 2 fois, tu t'habitues C'est avec ça, les c'est premières ça, minutes, exactement. après tu t'habitues. Ouais, c'est ça. Vincent, tu as une actualité actuellement? J'ai vu que bon, on partage souvent
les mini-formats que tu fais sur les analyses du mercato ou du foot en général. Est-ce que tu as une autre actualité là bientôt? Par rapport à ce que je fais sur les réseaux sociaux? Oui, ou par rapport à ton travail en général. Est-ce que tu as des choses qui sont prévues ou est-ce que tu continues ce format-là régulièrement comme tu le fais? Oui, je le continue et pour être sincère, je suis un peu le cul entre deux chaises et j'hésite vraiment à me lancer, à développer une chaîne YouTube, euh, et vraiment, carrément, vraiment refaire mon métier, mais sur le digital. Donc Ouais. comme j'ai un peu je suis pas nul, mais j'ai un peu de lacunes. Je suis loin d'être nul, mais j'ai un peu de lacunes informatiques et de lacunes par rapport aux réseaux sociaux parce que je suis sur Twitter que depuis moins de 5 mois. Facebook, j'ai dû créer mon Facebook il y a 3, 4 ans seulement, etc. Instagram, c'est comme Twitter, je découvre. Mais quand je vois l'empathie et la bienveillance des gens qui a accompagné mon arrivée sur les réseaux sociaux, déjà, j'imaginais pas que et je le comprends finalement, quand on avait marqué une époque avec Téléfoot, c'est vrai qu'il était gratuit, la Ligue des Champions qui était gratuit, et puis cette bonne ambiance permanente, pardon, parce que nous on était vraiment école Thierry Roland, Roger Zabel, ce qui n'empêchait pas la rigueur, mais comme nous le disait souvent Roger Zabel, les gars, n'oubliez jamais que ça ne reste que du sport. Euh, donc j'ai vraiment envie de refaire mon métier, mais ça veut dire que c'est un choix, ça implique de s'y consacrer à 200%. Mais je pense que je vais le faire. Voilà, et je vous en avertirai bien sûr. En tout cas, il y aura un soutien fort et constant, ça, il y a aucun souci là-dessus. Non, moi je te disais ça parce que c'est vrai que les formats que tu fais, moi je les partage souvent, je les regarde souvent et je les trouve intéressants. Et c'est pour ça, je me posais la question de savoir, parce que pour moi, ton arrivée sur Twitter, ça ressemblait à, si tu veux, entre guillemets, je sais pas si on pourrait dire le calme avant la tempête, mais un intermède avant quelque chose de plus gros. Donc c'est pour ça que je me posais la question de savoir si tu avais prévu, si tu avais une actualité ou si tu avais prévu de faire quelque chose peut-être plus long ou voilà, comme tu l'as dit, sur une chaîne YouTube, Twitch ou autre. Oui, oui, non, je l'envisage. En tout cas, c'est un plaisir de le faire. C'est uniquement la passion qui parle, hein, parce que on fait jamais. C'est un métier. Le journalisme est un métier passion, et c'est vraiment l'envie de faire ça, parce que depuis que je ne suis plus à TF1, je m'intéresse toujours autant de près à l'actualité sportive. Il y a évidemment le foot, mais tous les autres sports. Et là, pour l'instant, je suis limité à 140 secondes. J'ai créé le 120 en verlan par rapport à mon prénom. Mais j'ai pas Ouais, pris l'oiseau bleu ou le X encore. Il faudra peut-être le faire, qui te donne un peu plus de temps. Mais par exemple, il y a quelques jours, là, j'étais avec Didier Six, qui a d'ailleurs joué à l'OM à la fin des années 70. J'ai fait avec lui une très longue interview que je destine à terme à ma rubrique Vintage sur YouTube. ouais. Tout est en train les planètes sont en train progressivement de s'aligner et je pense que je vais continuer dans cette voie, mais de façon plus dense. Voilà, faut simplement être bien entouré. Euh, mais ouais, 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 ça prend cette tournure, on va dire. D'ailleurs, depuis un mois et demi, je ne cesse de dire parce que je suis écœuré par la façon dont et ça se passerait jamais à Lens, ça se passerait jamais à Marseille, mais je suis écœuré de la façon dont le PSG, contre qui je n'ai rien de spécial, mais je suis écœuré par la façon dont le président gère le cas Mbappé. Mbappé, il a simplement annoncé qu'il ne prolongeait pas, ce qui veut dire qu'il ouvre la porte à un transfert dès cet été, et c'est ce qui va se passer, c'est ce que je dis depuis 2 mois, parce que le Real le veut, parce qu'il n'y a toujours pas de numéro. Le numéro 9, pour votre information, est vacant au Real. Si on lit entre les lignes, il est impossible que le Real fasse la saison complète avec un avant-centre qui s'appelle José Lu, qui a 33 ans. Et tout le monde oublie que Fiorentino Pérez est un homme d'affaires avisé, que la plus grande réalisation de sa présidence au Real, c'est le grand stade qui arrive, qui est un stade complètement futuriste, au-delà de l'arrivée de Zidane ou Ronaldo en leur temps, et qu'il veut une équipe de Galactique pour son Real, et qui vont le recruter prochainement. Et je suis assez vraiment
comment dire, un peu écœuré de la façon dont Paris traite celui qui a été son meilleur joueur ces 5-6 dernières années, qui a des stats incroyables. Et je trouve que c'est aberrant. En plus, il leur donne de partir, mais on n'ordonne rien. La période des transferts est ouverte jusqu'au 1er septembre. Et j'aime pas trop de la même façon aussi comment a été géré le cas Messi, qui est une icône pour tous dans le monde du foot, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on ne peut que respecter. Et je suis bien triste pour les supporters parisiens qu'ils aient un tel président, parce que s'ils avaient eu un Tapie ou un Aulas depuis plus de 10 ans, il y a longtemps qu'ils auraient gagné une Coupe d'Europe. Ah ben nous, en tant que Marseillais, on est bien content qu'ils aient ce président, mais on partage ton analyse sur certains faits. Il a tout dit, c'est ça. Voilà, je joue carte sur table. On va dire que pour nous, heureusement qu'ils ont ce président-là. Mais plus sérieusement, sans être dans la branchouille, j'ai remarqué à plusieurs reprises sur les spaces, parce qu'on passe souvent, nous, pour des vieux combattants avec David ou autres quand on est sur les spaces, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, mais il y a beaucoup de passionnés de foot. Et il y en a beaucoup qui adorent quand on leur parle de nous, nos anecdotes, quand on avait leur âge, les joueurs qu'on voyait, qui nous faisaient rêver, le fait que la télévision, comme tu l'as dit tout à l'heure, ne diffusait pas autant de foot que maintenant. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai souvenir que mon idole absolue, c'est Ronaldo, mais le vrai, le Brésilien en tout cas. Et les premières images de Ronaldo, moi, c'est à Téléfoot que je les ai vues, tu vois. Donc je sais que ce genre de format, le fait de ce format legend entre guillemets, les jeunes ils adorent ça. C'est connaître un petit peu les légendes du sport d'avant, voir comment nous on envisageait le foot à cette époque-là. En fait, pour moi c'est quelque chose de formidable. Je pense que c'est une très très bonne idée, une très très bonne chose. Et ça manque. Je sais pas ce que tu en penses, Vincent, mais je trouve que ça manque. Avant, j'ai une anecdote à vous raconter. C'est quand tu parlais de Ronaldo. Je pense que le premier reportage magazine qui a été fait sur lui dans Téléfoot, je pense que c'est Hervé Matou qui l'a fait quand il était au PSV Eindhoven. Et en fait, ça se passe de la façon suivante, parce qu'Hervé et moi, nous sommes issus de la même école de journalisme et on est rentrés en même temps sur TF1. Et ça se passe de la façon suivante, pour vous dire un peu la bonne ambiance qu'il y avait entre nous. Je pense que c'est à l'été 90, en tout cas c'est là qu'on entre en stage, etc. Il y a le tirage au sort des Coupes d'Europe et il y a 2 clubs français qui prennent 2 clubs hollandais au tirage. Il y avait Roda Kerkrade et PSV Eindhoven et je sais plus lequel, il y avait Monaco et un autre qui devait jouer contre ces 2 clubs. Et donc il fallait aller faire un avant-sujet sur ces 2 clubs. Et à l'époque, il y a Ronaldo qui est à Eindhoven, de mémoire, hein. Parce que ça remonte un peu. Et avec Hervé, on se regarde et tout, et on a tiré à pile ou face pour savoir celui qui allait à Roda Kerkrade, qui était à l'époque entraîné par Peter Bosz, qui est ensuite allé à Lyon, à Dortmund, etc. Et le PSV, où la star montante qui venait d'arriver était Ronaldo, qui avait 18 ans. Et c'est Hervé qui est allé à Eindhoven, et moi je suis allé à Roda parce qu'il a gagné le tirage à pile ou face. Maintenant, c'est vrai que le monde a vraiment changé dans les médias et tout, avec l'arrivée des réseaux sociaux. C'est un truc de fou, quoi. Tout le monde peut, en même temps, c'est pas mal, mais il faut faire attention parce que tout le monde peut s'exprimer. Et ça laisse la porte ouverte à tout. Donc, faut être très vigilant sur les sources, sur qui dit quoi et les interprétations. Et quelle était ta question précise? Excuse-moi, parce que du coup, je me suis égaré. Non, c'était pas vraiment une question. Je disais que ce dont tu parlais tout à l'heure, par exemple l'interview de Didier Six, mais tu vois, l'interview de joueurs, de joueurs qui ont marqué des générations passées et dont certains fans de foot aujourd'hui, par exemple, auxquels ils ne pensent pas, parce que soit parce qu'ils ne les connaissent pas, soit parce que c'est des gens qui sont trop loin pour qu'ils puissent y penser. Mais savoir un peu comment était le foot français à l'époque, les joueurs qui ont marqué leur époque aussi bien en France qu'en Europe, tu vois, c'est idiot, mais très souvent, je discute avec des gens, je leur parle de Marco Van Basten. Moi, Van Basten, je l'ai découvert dans les années en 89, 90, avec le Milan. Mais les gens qui aiment le foot, oui, ils savent que Marco Van Basten est très bon, mais quand tu leur parles de Van Basten avec des étoiles dans les yeux, il y en a certains qui ne comprennent pas, tu vois. Et je me dis, ce genre de médias-là, en tout cas le fait de parler du football aussi d'avant, de comment on l'appréhendait, je trouve que c'est, pour les amateurs de foot en tout cas, je trouve que c'est un super truc.
Ouais, je pense que ça s'appelle la transmission. C'est-à-dire que il est normal qu'une personne née en 2010 ne connaisse pas tous ces gens-là. Mais si elle s'intéresse vraiment, alors ça peut être vrai aussi dans d'autres sports, hein, mais on va rester sur le foot, qui est le sport le plus populaire. Mais si elle s'intéresse vraiment au foot, elle va en entendre parler. Et si on ne lui explique pas qui c'était, elle ne pourra jamais savoir. Or, les stars des années 70, 80, 90 sont exactement, comment dire, sont des gens qui font rêver comme ceux qui nous font rêver aujourd'hui. Et je pense qu'il y a un rôle, on a tous un rôle important, à savoir de transmettre les émotions qu'on a vécues, transmettre qui était là à l'époque et tout ça. Et c'est pas pour vous cirer les pompes, mais par exemple la façon dont a été célébré les 30 ans de la victoire de l'OM à Munich en 93, il y a 2 mois, hein, c'était remarquable et ça permet, mais c'est possible à mon avis que dans une ville comme Marseille, peut-être Lens s'il l'avait gagné, mais parce que l'OM Marseille c'est vraiment à part, hein, il y a que ceux qui sont jamais allés au Vélodrome qui ne peuvent pas le comprendre. En tout cas, la façon dont ça a été fait, au moins les gamins qui ont 8, 9, 10 ans ou 15 ans sur la Canebière aujourd'hui, ils savent ce qui s'est passé. Et c'est ça que j'appelle la transmission, c'est-à-dire euh, un club de football n'existe pas uniquement au moment présent. Et c'est pour ça que l'institution est toujours au-dessus de tout. Ceux qui ont rêvé à 10 ans, il y a 30 ans, rêvent toujours aujourd'hui, mais différemment, et transmettent le témoin à ceux qui arrivent, etc. Et c'est très important dans la fidélité, dans l'amour d'un club, mais aussi tout simplement dans sa culture générale du sport pour mieux comprendre aussi les événements. Je vais vous donner un exemple hors foot. Il y a quelques mois, là, ça faisait 30 ans aussi, malheureusement, que Monica Seles, la tenniswoman, ça dit peut-être rien aux plus jeunes qui nous écoutent, Monica Seles a été agressée à Hambourg par un fou elle était numéro 1 mondial à l'époque ou numéro 2, elle était en bataille avec Steffi Graf et elle a été agressée sur un terrain de tennis. Il y a un mec qui est rentré sur l'Open de Hambourg, sur le court et qui est venu la poignarder. Et sa carrière s'est terminée ce jour-là. Et les gens, ils entendent ça, ils disent ouais, ça me dit rien, nanana. Mais quand on va raconter qu'à moins de 20 ans ou moins de 18 ans, la gamine, elle avait gagné 9 grands chelems et qu'à 16 ans et demi, et c'est toujours le record à mes femmes, elle a gagné son premier grand chelem, là, ça parle. Et là, elle rentre dans la mémoire des gens. C'est aussi ça, la transmission, et je pense que c'est très important. Mais tu as raison. Et j'ai souvenir si tu es d'accord, bien sûr, j'ai souvenir sur un space que tu avais raconté quelques anecdotes. Et j'aimerais, alors, si je ne me trompe pas, tu nous avais raconté, tu y étais toi à Munich en 93. J'étais à Paris, j'étais à Munich. Voilà. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, euh, nous raconter avec le temps que tu veux et de la manière que tu veux et avec le temps dont tu disposes aussi, parce que je sais que ton temps il est aussi précieux, nous raconter un petit peu émotionnellement le vécu 91, le vécu 93, quand on est un petit peu à distance quand même, parce qu'on est journaliste, mais qu'en même temps on est français et que donc on espère quand même que Marseille va gagner. Comment ça se passe quand on est journaliste à ce moment-là? Bah, c'est surtout que tu es jeune journaliste, donc tu fais plus ce qu'on te dit, et puis tu proposes des sujets, mais tu respectes les anciens, comme dans tout travail, comme dans toute compagnie. Et donc, moi, je suis arrivé en juin 90 sur TF1, et un an après, même pas, 10 mois après, l'OM est en finale de la Ligue des Champions à Paris. Et là, moi, j'ai suivi, je suis parti en train avec mon équipe de tournage depuis Marseille jusqu'à Paris avec les supporters de l'OM. C'était un train de nuit qui partait, je crois, vers 9-10 heures le soir. Et il y avait notamment, il y avait la grande équipe, hein, et puis dans notre train, parce qu'il y avait plusieurs trains qui partaient de Marseille, il y avait De Peretti, qui était marrant parce qu'il était 2-3 compartiments plus loin que nous. Et c'était une ambiance exceptionnelle. C'était frissonnant. Ça fumait dans tous les coins. Mon preneur de son et mon caméraman, qui était un peu plus âgé,
ils ont pris un petit coup de vieux, c'est-à-dire qu'ils ont trouvé ça un peu fatigant, les 12 ou 13 heures de train, je sais plus. Et puis, tu arrives à Bari, et puis dans ce stade, la première chose qui m'a marqué en rentrant dans le stade à Bari, un truc que j'avais jamais vu dans un public, c'est que les supporters de l'Étoile Rouge de Belgrade, ils criaient pas ou autre, ils avaient ils sifflaient de façon très stridente et de façon très rythmée. Et c'était impressionnant. Et puis il y a l'immense déception derrière, quoi, alors que l'OM est favori, etc. Mais enfin bon, en face, il y avait pas n'importe qui. Et moi, je me rappelle, parce que je l'ai recroisé après, d'un supporter sur le quai de la gare à Marseille qui était tout heureux de partir et tout, et avec sa moustache et ses cheveux longs et tout. Et puis je l'ai vu mais pleurer comme rarement j'ai vu quelqu'un pleurer à l'issue de la finale, et ça m'a bien ému. Et puis comment dire, 2 ans plus tard, l'OM remet ça. Alors là, Munich, c'était différent parce que bon, faut bien voir une chose, c'est qu'à l'époque, l'OM, c'est une star sur TF1 parce que ça garantit un maximum d'audience, et Patrick Lelay considère l'OM comme Sacrée Soirée, Jean-Pierre Foucault ou d'autres émissions phares. C'est plus de 40% de part de marché, et on touche pas à l'OM, quoi. Et on a un dispositif spécial pour la finale de 93, c'est-à-dire que on a un caméraman qui est en immersion avec l'OM pendant toute la durée du jour où ils partent à Munich, dans leur auberge qui ressemblait un peu enfin une auberge munichoise. On est un peu chez Sissi avec les auberges allemandes dans la campagne avec les fleurs, etc. On est en Bavière, et donc on avait un caméraman en immersion. Roger Zabel était en direct régulièrement depuis l'hôtel des joueurs, et moi en fait j'arrive le jour ou la veille de la finale. Et on me demande en fait, mon reportage, ça consiste à être avec les supporters de l'OM derrière le but en première mi-temps, derrière le but de Rossi, et de faire un reportage d'ambiance. Et je me rappelle, j'ai 2 souvenirs très précis. C'est le but et l'explosion. On se fait secouer dans tous les sens, mais le stade de Munich, il était très agréable pour ça. C'est parce qu'il était évasé, mais de façon assez light, c'est-à-dire que la pente pour monter du bas vers le haut des tribunes était assez souple, ce qui fait que là ça se bouscule dans tous les sens, ça part dans tous les sens, mais de façon assez conviviale. Je vois des visages, mais il y a que ça appartient à notre disque dur, à ta mémoire, c'est dans ton disque dur, quoi. C'est des images que tu as encore en tête, des gens qui deviennent défigurés par l'émotion. Je me rappelle de cette dame parce que j'ai interviewé une gamine qui devait avoir 8-9 ans qui était au stade. Je lui dis mais tu dois être la plus jeune. Elle était venue avec sa grand-mère, et qui nous dit avec mon caméraman, qui dit ouais la petite, il faut bien qu'elle comprenne ce que c'est l'OM, et puis elle s'en souviendra toute sa vie. Tu m'étonnes. Et puis le grand moment, c'est quand au coup de sifflet final, le stade de l'époque de Munich, qui a abrité les Jeux Olympiques de 1972, faut voir, c'est qu'entre les rangs des tribunes, il y a des allées, enfin des marches, mais c'est large. Il y a les escaliers font bien 1,50 m, 2 mètres de large. Donc les séparations sont bien déterminées, mais surtout, et puis comme la pente est souple, quand on est presque à la fin du match et tout, je demande à mon caméraman, je lui dis tu vas partir du bas et tu vas remonter vers le haut. Et là, il remonte, je le suis derrière. Donc j'imagine ce qu'il va y avoir à l'image. Il y a tous ces visages qui viennent devant la caméra et qui s'écartent progressivement pour le laisser grimper dans les tribunes. Et là, ça a été repris dans beaucoup d'émissions, mais c'est séquence émotion puissance 10. T'as pas besoin de son, il suffit de regarder. C'est énorme, c'est intense, et puis t'es content parce que t'es jeune journaliste, et puis t'as commencé à rêver devant Saint-Étienne, t'as pleuré pendant Saint-Étienne-Bayern en 76, et puis là où Thierry Roland a attendu 40 ans, toi tu gagnes la Coupe d'Europe en tant que journaliste assez vite par rapport à ton arrivée dans le métier. Après, je pense que le plus fort, mais j'y étais pas, c'est les 2-3 jours qu'on suivi la célébration sur la Canebière, et l'apothéose, c'est le but de Basile Boli contre le PSG, avec Charles Bietri sur Canal+, qui dit ce soir les Brésiliens sont en blanc, quand au début de l'action qui va amener le but entre Boli, Pelé, Dimico, il y a Pelé, Dimico, Boli, ouais. Ouais, et Durand qui fait un relais. Et Bietri, là, il commente, alors qu'il y a Ricardo, il y a Valdo en face, et il dit ce soir les Brésiliens sont en blanc, et puis il y a le centre de Pelé, de mémoire, et puis la tête de ouf de Basile. Voilà en résumé, mais surtout, moi, c'est que je n'étais jamais venu à Marseille avant d'être journaliste.
et que, comme je le disais précédemment, c'est que, et comme l'a dit Christophe Dugarry, qui a le cœur girondin, mais qui dit que Marseille c'est unique, tu ne peux pas oublier, les gens ont le sang bleu, c'est impressionnant, quoi. Et c'est l'OM le plus important, c'est pas les joueurs qui composent l'équipe, même si ça a aussi son importance. Et c'est incroyable les vibrations que tu peux ressentir dans cette ville, dans cette région, et pas que, hein, parce que je pense que c'est le club en France probablement qui a le plus grand nombre de fan clubs dans tout l'Hexagone. Mais Marseille, il faut le vivre, il faut y aller pour le croire et pour le ressentir, et c'est énorme. Moi, j'ai un regard plutôt neutre, hein, en général, parce que j'étais pas dans une famille de footeux, etc. Je suis né à Bordeaux un peu par hasard et j'en ai déménagé très vite, mais c'est un cousin à moi qui était un fan de Bordeaux qui m'a mis le pied à l'étrier pour le football. Donc j'ai toujours eu un regard attendrissant envers les Girondins, et si j'ai un club de cœur, ce serait celui-là. Mais en fait, j'ai pas vraiment d'équipe, je suis plutôt un amoureux du sport et du foot. Et Marseille, c'est unique et c'est exceptionnel. Et c'est beau de voir une telle passion qui est rare en France, hein, parce qu'on n'est pas un pays de footeux, hein, faut se détromper. Hein. Avant 98, il y avait pas il y avait pas 5 émissions tous les soirs sur toutes les radios de sport. Enfin, 98 a changé beaucoup de choses, quoi. Oui, ça c'est certain. Est-ce qu'il te reste un peu de temps, Vincent, ou tu dois partir? Non, je peux encore rester 10 minutes si ça vous convient. Ben écoute, c'est parfait. J'aimerais en tout cas, sache que je reçois des messages. Il y a des gens, ils ont les frissons, hein. Donc c'est vrai que c'est des souvenirs qui sont incroyables. Déjà quand tu les as vécus, mais quand tu les as pas vécus et que tu entends comme ça, ce dont tu parlais tout à l'heure, la transmission, c'est exceptionnel, ce genre d'anecdote. Moi, ça me fait replonger. Tu disais après les 3 jours qui ont suivi. Je te confirme, à Marseille, c'était quelque chose de complètement fou. Toi qui as un regard un peu plus général là, sur le foot actuel et sur le championnat de France en général, cette année-là, avec ce que tu vois en termes de mouvement, de construction d'effectifs, parce qu'on parle de Marseille, mais il y a aussi d'autres clubs qui s'arment. Comment tu vois le championnat de Ligue 1 qui arrive là, en termes de force en présence, ceux dont tu penses qui vont être de sérieux prétendants à l'Europe, ou au contraire ceux qui sont inquiétants pour toi en termes de club? Je pense que l'OM a plus de cartes que par le passé pour titiller Paris, qui, à mon sens, s'est affaibli avec le départ d'Mbappé. C'est une évidence de dire ça. Et l'équipe qui me séduit de par son recrutement, je trouve que c'est Rennes. Je pense qu'ils ont fait un bon recrutement. Ça fait un moment qu'ils sont là, hein, qu'ils sont dans les 5-6 premiers. Et je pense qu'ils vont être très intéressants. Après, j'ai beaucoup de respect pour Lens. Mais on remplace pas Seko Fofana qui est une masse au milieu et Loïs Openda comme ça. Maintenant, il faut bien voir que le mercato n'est pas terminé, qu'il va encore y avoir des renforts. Je pense que Lens, parce qu'il y a un état d'esprit et puis il y a un groupe, hein, important. Ils ont un super gardien. D'ailleurs, l'OM doit regretter d'avoir laissé partir Brice Samba. Je pense que Lens va être encore là, mais ils seront peut-être pas aussi percutants que l'an passé. Je dis bien peut-être. Maintenant, le Colombien qu'ils ont recruté là pour 4 millions d'euros, j'ai vu des images, il m'a l'air très 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 intéressant. Laissons-lui le temps de s'adapter, ce qu'on oublie souvent. L'Ouzbek aussi qu'ils ont pris grâce à un réseau de scouts hongrois a l'air pas mal non plus, mais il faut voir. Mais je dirais que si j'avais un trio à définir cette année, je verrais bien dans l'ordre Marseille, PSG, Rennes. Marseille, Paris, Rennes. Ouais. Après Lyon, bon, ils sont passés sous pavillon américain. J'apprécie pas trop ce qu'ils ont fait à Aulas. Désolé Vincent, il y a un micro qui a été activé, mais je l'ai désactivé. Vas-y. C'est pas grave. Donc tu disais les Américains et Lyon. Ouais, je pense que Lyon, ils seront un peu comme l'an passé, pas forcément très compétitifs. Ils ont besoin de dégraisser par rapport à ce que leur impose la DNCG. Monaco, je pense que c'est pas ça va être là, mais c'est pas aussi fort que l'année dernière. Ouais, je verrais bien OM, PSG, Rennes et Lens.
Après, on verra. Maintenant, je souhaite le meilleur à Lyon, qui est un grand club formateur, et puis j'ai un grand respect au même titre que pour Bernard Tapie, pour Jean-Michel Aulas. Mais je pense ils, euh, ils n'ont pas les mains libres au niveau du recrutement et qu'ils seront pas aussi forts qu'ils l'ont été par le passé. Voilà. Et Lens, à mon avis, va quand même être là. Faut voir qu'ils vont recruter au poste d'avant-centre, etc. Mais j'aime beaucoup ce qu'ils font aussi. C'est cohérent. Et puis c'est une ville qui ne vit que par le foot, pour le foot. J'aime beaucoup l'état d'esprit de Lens, qui est un peu le Marseille du Nord, hein. Faut pas se leurrer. Et je pense que vous aussi, vous prenez votre pied quand vous allez à Bollaert. Alors, oui. Enfin, on reconnaît bien entendu le fait qu'à Lens, il y a une ferveur, ça c'est indéniable. Après, enfin, je serais peut-être pas objectif, mais j'ai quand même l'impression parfois de l'être. Et concrètement, pour avoir fait la plupart des stades en France et certains stades en Europe, après, je t'oblige pas à être d'accord avec moi, hein, mais la ferveur qu'on a chez nous, il y a un grain de folie en plus que tu trouves pas ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a la ferveur, mais il y a une espèce de capacité à électriser le stade et à le faire basculer dans quelque chose d'irréel que tu retrouves pas ailleurs. Tu vois, Ah non, mais même à... je suis 100% d'accord. C'est unique. C'est unique et puis enfin le stade tel qu'il a été conçu dans sa rénovation, comment amplifie encore plus le bruit des supporters. Et j'ai lu des déclarations de joueurs. Hier soir, j'étais avec un Allemand qui est un fan de Liverpool et il me demandait quel club j'aimais bien en France, etc. Et je lui parlais de l'OM et tout, et il me disait, bah l'OM c'est la folie, et tout. Il rêve de venir au Vélodrome, le mec, parce que faut bien voir une chose, c'est que en plus au niveau tifo, c'est remarquable. On en parle peu de ça, mais c'est un putain d'investissement de créer des tifos. C'est du boulot, quoi. Non, l'OM c'est unique et c'est de loin l'ambiance la plus chaude de France et une des plus chaudes d'Europe. Ça, c'est inéluctable, c'est une évidence. Oui. Puis tu as ce côté, de toute façon, ce côté méditerranéen, ce que tu retrouves, des ambiances que tu retrouves en Grèce, que tu retrouves en Turquie, mais également la culture ultra que tu retrouves en Italie. Il y a toutes ces ferveurs-là qui se mélangent. Et c'est vrai que le tifo, c'est une culture aussi. C'est une culture, que ce soit en Amérique du Sud, en Italie, Bon, tu retrouves parfois aussi ça, on voit qu'en Pologne, en Hongrie, tout ça, dans l'Est, ils sont quand même pas mal. Mais voilà, le tifo, c'est une culture. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup à part nous, là je réfléchis, mais je vois pas beaucoup de clubs qui ont cette culture du tifo. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je suis d'accord. Moi, je vis au Maroc, hein. Et Oui, au Maroc, ils ont une culture du tifo, que ce soit au Raja, au Wydad de Casablanca, au Wydad, même oui. dans d'autres petits clubs. Franchement, ils sont impressionnants aussi. Mais ce qu'il y a à Marseille, oui, c'est unique. C'est une culture unique en France, les tifos qu'on peut voir à Marseille. Mais là, ce qu'ils font à Kazakh, surtout le Wydad, mais aussi le Raja, ils ont atteint un stade au-dessus. C'est-à-dire que ils sont Ben, je suis capables. marocain, moi, je les connais, hein, les supporters marocains. C'est complètement Mais ils fou. te font 3 tifos en 3 minutes. C'est-à-dire que les équipes rentrent sur le terrain, tu as un tifo, 2 minutes après, il y a un autre tifo, c'est-à-dire qu'ils ont déjà préparé, c'est en termes, enfin, je veux dire, c'est de la chorégraphie, quoi. C'est énormément de boulot, hein, c'est impressionnant. Et, et c'est beau, c'est surtout très beau visuellement, et puis ça enflamme un stade, etc. Et pour revenir à Marseille, je pense que ça va être bouillant cette année, parce que Ndiaye, Sarr, c'est des mecs qui vont mettre le feu au Vélodrome avec leur qualité, hein. Ah, Ça va être impressionnant. Aubameyang, il est venu pour connaître le Vélodrome. Ndiaye, je sais pas si vous avez vu sa vidéo quand il était minot, c'est extraordinaire. C'est très très émouvant quand il explique son amour pour l'OM et qu'il se met à jongler, qu'il est venu faire un essai. Il doit être minime à l'époque. C'est impressionnant. À mon avis, la révélation de la saison, ça risque d'être Renan Lodi. Je pense que c'est très très fort, qu'il a pas trop eu de bol à l'Atlético, même s'il a fait tous ses matchs et du coup mais c'était pas forcément le style qu'il préconise. Je pense que c'est un mec, en plus il veut retrouver sa place en équipe nationale
et d'où il a été écarté suite à une erreur en finale de la Copa América il y a 3 ans, 2 ans. Lui, je pense que c'est très fort et en plus c'est le genre d'ambiance qu'il affectionne. Kondogbia, il est venu pour l'OM alors qu'il avait des offres de première ligue. Donc t'as que des mecs qui viennent parce qu'ils veulent cette ambiance, parce qu'ils sont capables de l'assumer, parce qu'ils ont les épaules larges pour pouvoir jouer à Marseille où il y a une pression particulière. Faut pas se leurrer, mais c'est ça le foot. Et je pense vraiment que ça va être bouillant cette année. Ça va être très très intéressant. Mais je le répète, le grand choix pour moi de Longoria, c'est d'avoir pris Marcelino. Oui, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. David, avant qu'on laisse vaquer à ses occupations Vincent, qu'on le libère, est-ce que tu as une question pour lui? Mais je crois que Vincent l'a dit tout à l'heure dans la multitude d'anecdotes qu'il nous a proposées, qui étaient trop intéressantes. C'est son trio de tête pour la fin de saison qu'il voit, comme pronostic. Je vois l'OM capable d'être champion, donc je vais dire Marseille, PSG, Rennes. OM, PSG, Rennes. Khalil, avant qu'on Super. libère Vincent, est-ce que tu as quelque chose pour lui? Une question? Bah, juste lui dire merci. Bon, moi qui suis né après la Ligue des Champions, donc les anecdotes, voilà, bon, m'ont beaucoup appris. Voilà. Bon, juste lui dire merci et pour lui demander peut-être, voilà, est-ce qu'il voit que la défense là, est-ce qu'on peut améliorer le chantier ou bien on peut partir avec Baladi, Lemba, Dio et Isaac? Qu'est-ce qu'il en pense? D'accord. Je pense simplement que le mercato n'est pas terminé, que je pense qu'au milieu et en attaque, c'est quasi terminé. La question, c'est si Sanchez ne reste pas, peut-être qu'il y aura un attaquant supplémentaire, mais je pense que le chantier maintenant, c'est derrière. J'aime pas, comment dire, anticiper sur un potentiel recrutement parce qu'il faut laisser, je pense, les dirigeants faire leur boulot, mais eu égard à ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, c'est plutôt très propre. Maintenant, je pense qu'ils vont prendre un central et un ou deux latéraux. L'international danois de l'Atalanta, c'est pas mal. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que c'est un joueur qu'ils ont déjà voulu par le passé. En plus, il peut jouer à gauche comme à droite. Après, il y a des jeunes là. Soglo, je crois, même si j'ai pas vu les matchs, mais ce que j'ai lu, il a été intéressant en phase de préparation. J'ai vu que Mugueux avait séduit Bompard lors du match amical contre Nîmes et qu'il a dit qu'il avait rarement vu un type aller aussi vite. Après, je fais énormément confiance à Marcelino parce que lui, il voit ses joueurs au quotidien, donc il saura faire les choix parce que certes, il a un caractère bien trempé, mais c'est quelqu'un de profondément humain et qui entretient des rapports affectifs avec ses joueurs, même s'il a des décisions à prendre. Voilà, je pense que le recrutement maintenant va surtout tourner vers derrière, avec probablement un axial et un ou deux latéraux, mais laissons faire. Il y aura peut-être de belles arrivées. On parle de l'anglais ou d'Eric Garcia, plus le danois là. À moins qu'ils nous sortent encore quelqu'un de leur botte, non, faut voir. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que l'OM est un club qui attire sur le marché des transferts et c'est pas par hasard. Merci beaucoup, Vincent. C'était vraiment, 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 vraiment super intéressant. Vraiment, vraiment. Ouais, merci beaucoup, Vincent. C'était Ouais, top. Première fois et c'était vraiment Non, top. non, mais Et c'était un plaisir, hein, et à la prochaine. merci de ta À la disponibilité. prochaine, ouais. Vincent, je vais t'envoyer en DM, là, je vais t'envoyer un contact. D'accord? Je t'envoie un message après D'accord. pour t'aider un peu dans tes quêtes de chaîne YouTube ou sur le plan technique ou quoi. Je vais t'envoyer un contact. D'accord, bah c'est très gentil. Bah, je t'en prie. Merci beaucoup de Et ta puis, disponibilité. Merci beaucoup d'être 48 000 venu. abonnés, je crois que c'est un record cette année, non? 48 000, c'est un record. Ouais. Ouais. C'est un record, tout à fait. C'est un record. Et là, je pense que concrètement, il y a fort peu de chances qu'il y ait un match qui descende en dessous de 60. Ouais, c'est bon. Même les matchs qui peuvent avoir lieu, les petits matchs ou quoi, cette année, ça risque d'être bouillant encore à tous les matchs. Parce que si on faisait un championnat de France des supporters, je pense on aurait le titre on aurait le titre chaque année, probablement. Donc j'espère que cette année, ça va encore être le feu. Ah ouais, ouais, non. Donc, En tout cas, non, non, mais tout est réuni pour que
qu'il y ait de belles ambiances. Mais il y a toujours des belles ambiances parce que c'est l'OM et puis la star, c'est l'OM, c'est le club. Les joueurs, eux, ne font que passer. Mais quand je vois le recrutement, ouais, il y a de quoi s'enflammer cette année, à mon avis, et ça va être intéressant. Maintenant, il faut garder les pieds sur terre, prendre du recul. Ça va pas se faire en 2 jours, mais je pense que c'est très prometteur. En tout cas, nous, on le souhaite, comme dirait Paganelli. En tout cas, on se le souhaite. On l'espère. Merci beaucoup encore une fois, 1 million de fois. Enfin, il y en a beaucoup qui comprennent, qui doivent pas trop comprendre, mais tu vois, tout à l'heure, tu parlais des réseaux sociaux. C'est vrai que les réseaux sociaux, ça a beaucoup de travers, mais si ça a un avantage, c'est que ce qu'on est en train de faire ce soir, il y a quelques années, ça aurait été impossible. C'est clair, C'est-à-dire que c'est clair. si à l'âge de 20 ans, on m'avait dit un jour tu discuteras avec Vincent Hardy au téléphone, etc. Machin. Et voilà, c'est des choses qu'on n'imaginait même pas. Donc, ça fait partie des trucs qui sont sympas sur les réseaux sociaux, ce genre de connexion-là. Merci beaucoup, Vincent. Merci à tout le monde, tous ceux qui sont venus, les auditeurs, David et Amasalia Live, de nous avoir reçus. Je vais laisser le mot de la fin pour Khalil, parce que tout à l'heure, on devait lui donner la parole. Je lui laisse le mot de la fin. Et je vous dis à bientôt à tous. Et Vincent, pour toi, je t'ai dit, je t'envoie un message tout à l'heure. Khalil, je t'en prie, vas-y. Le mot de la fin, il Merci est à pour tous. toi. Bonne soirée, les gars. Super le space. Bah, juste vous dire merci, hein, merci à tous les intervenants, à tous les auditeurs. Bon, moi aussi, bon, c'était hyper intéressant. Bon, depuis le Sénégal, à des milliers de kilomètres de la France, de Marseille, du Vélodrome, je ne vis que pour l'OM, donc ça fait un plaisir de participer à ce space-là. Et je pense qu'on va en faire encore d'autres, surtout les avant-matchs, des débriefs, voilà. En tout cas, merci les gars, merci à monsieur Vincent là, merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée à tous. Vincent, merci encore. Bonne soirée à toi, bonne continuation. Et David, à bientôt. Merci à À très vite, Amasalia Live, Faisal. Esther Avec et toute plaisir. l'équipe. Et à bientôt, les gars. Bonne soirée à Ciao, tous. ciao, les gars.